vous nous proposez aujourd'hui, Cécile, une communication qui s'appelle Devenir adulte en monde néolibéral, expérience, émotion, politisation, et tout ça dans une ou dans des perspectives internationales. Je ne sais pas si je dois beaucoup vous présenter parce que je pense que vous connaissez. Je vais quand même dire quelques mots. Vous êtes sociologue, vous êtes titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les inégalités sociales et les parcours de vie. Et vous avez des intérêts de recherche que vous suivez et qui vous suivent également de longue date, hein, autour de la jeunesse, autour des âges de la vie et des changements de ce que veulent dire les âges de la vie. Vous avez travaillé également sur la solitude, sur l'isolement, etc. Et bon, vous avez évidemment publié des bouquins qui ont fait pas mal de bruit, hein, notamment Devenir adulte, sociologie comparée de la jeunesse en Europe, dans laquelle, comme le titre l'indique, vous comparez ce que signifie devenir adulte dans trois contextes qui sont assez différents, qui sont trois contextes qui nous intéressent bien évidemment dans le cadre du projet ERC. Vous avez publié un petit peu plus récemment, en 2015, Sociologie des âges de la vie. Il y a également trop nombreux articles, pas dans l'absolu, mais en tout cas pour être cités. Simplement dire que ces derniers temps, ces dernières années, vous vous focalisez sur un sujet, je pense, dont vous allez nous parler aujourd'hui, qui est quand même vraiment très, très intéressant et très bien vu, si je puis dire, c'est sur les colères. Sur des formes d'expression, les colères du XXIe siècle et leur signification sociale. Et là aussi, vous travaillez vraiment dans une perspective comparative, en allant voir dans des contextes très différents, à Montréal, où vous êtes, Hong Kong, Santiago, Madrid, etc. Alors, avant de vous céder la parole, peut-être un petit mot pour dire que bien évidemment dans le cadre du projet Coaching Rituals qui on sait maintenant vise à analyser les transformations des modes d'intervention sur autrui et la montée en puissance d'une logique du coaching, on est assez vite tombé sur vos travaux qu'on connaissait bien sûr par ailleurs, pour la simple et bonne raison que une hypothèse qui construit ce projet est que les transformations des modes d'intervention sur autrui, entre des modes plutôt asymétriques et des modes plutôt symétriques, se manifestent de façon particulièrement éclatante lorsque les personnes sur lesquelles on considère devoir ou pouvoir ou vouloir intervenir sont des jeunes et en particulier des adolescents. Dès le départ, il nous avait semblé, mais dans un langage purement hypothétique ici, que vous allez nous aider à formaliser et à construire, que typiquement quand on réfléchissait à l'adolescent et aux façons d'intervenir sur les adolescents, en particulier dans les trois scènes qui nous occupent, la santé mentale, l'éducation et la parentalité, on pouvait tant dans le débat public que dans des publications, je dirais scientifiques, observer des tensions entre deux façons d'agir sur autrui qui renvoient à des conceptions très différentes de ce qu'est un adolescent et de ce qu'est devenir adulte. Est-ce que devenir autonome, c'est apprendre à se conformer à une série de choses en vue d'obtenir une forme de marge de manœuvre, mais donc se conformer à une série de choses préexistantes qui sont à l'extérieur, ou est-ce qu'au contraire, et là on est bien évidemment beaucoup plus proche des mots MOTS du coaching, est-ce qu'il s'agit d'entrer dans une forme de cohérence avec soi, avec son projet, avec le fait de se trouver plutôt que de trouver sa place, pour reprendre vos mots, etc. Voilà, donc on a énormément de choses à apprendre ici. Je ne vais pas, moi, prendre plus de temps, simplement pour vous rappeler l'horaire de la réunion. Donc la réunion se tient de 14h à 16h. Cécile aura la parole pendant à peu près 1 heure, puis Solène et Gaspard, qui sont doctorants et doctorantes sur le projet ERC, ouvriront le bal des questions avec leur brio habituel, mais sans pression. Et puis, bien évidemment, on passera la parole au public que je remercie d'être là en nombre aujourd'hui pour cette séance qui s'annonce passionnante. Voilà, merci beaucoup Cécile. Je vais couper ma caméra comme ça. Teams n'est pas attiré vers moi et n'hésitez pas à me commander pour
changer le slide. Ah oui, pour les diapos, désolé, ouais. Mon partage de diaporama ne marchait pas. Bah, merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup de m'avoir invité à ce séminaire. Je trouve le sujet tout à fait passionnant des coachings sur adolescents. Donc, bonjour à toutes et tous. Je suis très heureuse de partager mes travaux aujourd'hui. Donc, bah, comme Nicolas l'a dit, c'est vrai que je vais davantage parler du devenir adulte que de l'adolescence elle-même, mais il y a bien sûr des résonances dans les problématiques que je vais toucher, donc davantage sur les jeunes majeurs, mais avec des problématiques très proches. Donc, ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est une enquête que j'ai faite presque depuis 10 ans maintenant. Donc, c'est une grosse enquête comparative que j'ai faite sur, au début, ça devait être sur les jeunes adultes face à la crise, celle de 2008, et donc dans le sillage de l'austérité qui a suivi la crise de 2008, la crise financière, et peu à peu, c'est devenu une enquête sur la colère. Le sujet de la colère, et la colère, c'est une clé d'entrée dans un spectre assez large. C'est que la colère me permet d'ouvrir sur les angoisses, les espoirs, les révoltes des jeunes générations aujourd'hui. Donc, c'est dans un prisme émotionnel qui se veut justement large, subjectif, bien sûr, pour comprendre les formes de politisation aujourd'hui des jeunes. Et donc, cette enquête, je l'ai menée, bah, comme Nicolas l'a déjà dit, dans plusieurs endroits du monde. Je vais expliquer un peu son itinéraire pour me focaliser aujourd'hui sur les parcours de vie eux-mêmes. C'est une enquête qui a démarré sur les colères collectives, sur les mouvements sociaux, dans 5 villes en particulier, Montréal, Santiago du Chili, Paris, Hong Kong et Madrid. Et elle s'est enchaînée, je vais expliquer, sur une interrogation sur les colères plus souterraines, plus individuelles, plus parfois sous forme de rage, sous forme de révolte silencieuse, qui éclose aujourd'hui dans les parcours de vie. Cette enquête, il faut que je le précise, bien sûr, elle est pré-Covid. Depuis, il y a eu ce choc d'incertitude, ce choc de solitude, également qui pèse sur toutes les générations, mais qui pèse, et on le sait, également particulièrement fort sur les jeunes générations. Mais je vais essayer de tirer des fils parce que les problématiques qui se sont posées dans la décennie précédente, donc des problématiques sur l'ajustement au marché, les problématiques de naissance de colère sociale très justement souterraines, pas forcément visibles dans l'espace public, je crois vont être au contraire accentuées par ce qui se passe. Donc sans faire de prospective aucune, l'idée c'est d'effectivement essayer de mettre en résonance ce qui s'est passé dans la décennie précédente, avec la montée aussi d'une conscience de génération, avec ce qui risque de se passer aujourd'hui. Voilà, donc ce titre, sous-titre expérience, émotion, politisation, avec l'entrée effectivement principale de la colère, mais d'essayer de réfléchir à cet itinéraire qui mène d'épreuves sociales à des émotions en particulier sociales et politiques et qui vont s'exprimer ou pas dans l'espace public. Alors, si c'est possible de changer de diapo, oui, je précise pour tout le monde, malheureusement, mon échange de diaporama n'a pas marché, on a testé avant. Donc, c'est Nicolas qui gentiment me change les diapos. Alors, donc... Vous ne même pas dire s'il vous plaît à chaque fois, ça peut être très combinatoire. Il y a une dizaine d'années, en 2012 précisément. J'étais à Montréal, à l'époque comme professeur invité, donc avant de m'y installer, à l'Université de Montréal. Et les étudiants m'ont dit très gentiment, sont venus me voir pour me dire, bah là, je dois vous prévenir, après 3 semaines de cours, on a posé un préavis de grève. On risque de se revoir très vite parce que ce sera un petit mouvement, 1 semaine, 2 semaines, mais on risque de se revoir très vite. Mais là, on va en grève et au revoir. Je les ai jamais revus, les étudiants, parce qu'effectivement, c'était, donc c'est dans la photo là, avec les carrés rouges, c'était le début du printemps érable, donc auquel du coup j'ai assisté. Et donc ce mouvement étudiant qui s'est exprimé contre l'augmentation des droits d'inscription en 2012 à Montréal et ensemble du Québec, qui est en fait le plus gros mouvement étudiant à l'échelle du Québec et même du Canada à ce jour. Et j'ai été très surprise en l'observant. J'ai fait une enquête d'observation par la familiarité en allant dans les rues, en regardant les petits discours de colère, justement, qui étaient dans les slogans, j'ai été extrêmement frappée de résonance avec le mouvement des indignés que j'avais observé l'année d'avant. Et pourtant,
rien n'était a priori comparable entre ces deux mouvements. Le mouvement étudiant était un mouvement de manifestation avec une colère justement assez ciblée contre le gouvernement, alors que le mouvement des indignés, comme vous savez, c'était un mouvement d'occupation, davantage porté par les jeunes, mais davantage multigénérationnel. Et j'ai été très étonnée de ces résonances que je voyais en lisant les thèmes qui émergeaient, des thèmes beaucoup plus larges que la seule revendication, et ça c'est dans toutes, bien sûr, dans toutes les protestations, beaucoup plus large que la seule revendication des droits d'inscription. Ça allait sur la valeur de l'éducation. Ça a posé des questions profondément démocratiques sur justement l'évolution des démocraties contemporaines. Ça faisait référence aussi à une question d'injustice entre générations qui était également très présente dans les indignés. Et donc, cette familiarité a, pour moi, ça paraît anecdotique, mais a induit un changement complet de ma démarche comparative, a bousculé mon questionnement. Jusqu'ici, j'étais une comparatiste qu'on pourrait appeler différentialiste. Je crois que je portais moi-même ma génération, et donc cette génération, on a découvert, enfin, elles existaient bien sûr auparavant, mais avec les grandes bases de données européennes, avec des enquêtes qualitatives qui s'étaient développées à plus grande échelle, j'étais profondément différentialiste dans mon approche, c'est-à-dire que j'essayais dans ma démarche comparative, dans mon raisonnement, de mettre en valeur avant tout les différences sociétales, pas uniquement sociétales, mais en particulier sociétales, entre le devenir adulte dans différents pays européens. Mais le fait de ces résonances dans des mouvements que je croyais a priori si différents, a justement bousculé un peu ce questionnement pour poser la question inverse. Est-ce qu'on n'assisterait pas à l'émergence d'une génération qui serait touchée aussi par des problématiques communes, et donc à réactualiser le questionnement de Mannheim. Est-ce que dans Mannheim, donc sur les générations, qui pose la question que, au-delà d'une cohorte, une génération pourrait naître dans le sillage de ce qu'il appelle une condition de génération commune, donc qui forgerait un destin commun, et là non plus à l'échelle nationale, mais à l'échelle davantage internationale, voire à ce qu'il appelle une conscience de génération commune. Et donc je commençais à me poser cette question du global. Mais la sociologie du global, je trouvais qu'elle était parfois souvent sous forme d'hypothèse, sans assise empirique. Et donc l'idée, ça a été de renverser mon raisonnement comparatif pour non plus réfléchir sur les différences, mais sur les tendances structurantes qui pourraient effectivement forger, façonner une expérience commune de génération, bien sûr avec des différences internes, mais quelque chose qui émergerait dans le sillage de la crise économique puis de l'austérité et du néolibéralisme qui s'est accentué au début de la décennie 2010 et des années suivantes, l'émergence d'une épreuve de génération commune qui emmènerait justement, qui induirait la revendication des revendications relativement comparables et des problématiques justement communes au-delà des frontières. Donc c'était mon questionnement sous la vague, et donc là on pourrait changer de diaporama. Est-ce qu'on peut changer? Merci. Est-ce qu'on assiste justement à la naissance de cette génération? Et au début, pour réfléchir, je me suis focalisée justement sur ce qu'on voyait émerger de visible, sur la pointe émergée de l'iceberg, entre guillemets, et donc les revendications qui émergeaient dans l'espace public. Je me suis focalisée sur une enquête sur les mouvements sociaux. Je vais y revenir très rapidement pour passer davantage à celle sur les parcours de vie eux-mêmes, mais c'est important parce que ça va se faire justement écho, de voir quelle colère atteigne l'espace public et quelle colère reste souterraine et silencieuse. Et donc, je me suis posé cette question de qu'est-ce que portent les différents mouvements de la décennie, et je suis allée observer en particulier 7 mouvements. Donc ça s'étale de 2011 parce que je suis retournée voir les indignés, j'avais déjà fait une enquête à 2019, beaucoup plus récemment. 7 mouvements qui ont parcouru la décennie, qui ont été portés en grande partie par les jeunes, même si certains d'entre eux ont été rejoints par d'autres générations, pour justement aller observer les revendications, les grammaires d'injustice qui sont posées, et d'aller voir, au-delà de ces mots de la colère, porte-t-il une grammaire commune, des revendications communes qu'on pourrait justement identifier pour comprendre les tensions saillantes à l'intérieur de ces jeunes générations montantes. Donc je suis allée voir plus précisément les indignés, bien sûr, le mouvement étudiant de Santiago du Chili qui a eu lieu en 2011-2012, qui était également sur des questions d'austérité et de droit d'inscription, le Printemps érable de Montréal. Ensuite, je suis allée voir
le mouvement de Hong Kong, pro-démocratique de Hong Kong, qu'on appelle la révolution des parapluies, donc en 2014. En 2016, je suis allée à Nuit debout à Paris, donc c'est peut-être le mouvement le moins massif de ceux que j'ai analysés, mais qui était également dans le sillage d'une lutte contre les conditions contre la loi travail, et très porté également par les jeunes. Nuit debout. Ensuite, le mouvement, en 2019, je suis allée voir la marche pro-climat de Montréal, donc dans le sillage de la venue de Greta Thunberg à Montréal. Il y a une énorme marche qui est vue aussi comme un des plus grands mouvements à l'échelle du Québec. Enfin, je suis retournée à Hong Kong pour voir le dernier mouvement pro-démocratique de cette dernière année, donc 2019-2020. Et pour tous ces mouvements, alors on peut changer de diapo également. Merci. Ah, c'est avant. Merci. Pour tous ces mouvements, je me suis intéressée à un matériau qui m'est venu assez rapidement en tête. C'est justement toutes ces pancartes, ces discours en fait, sont des discours politiques individualisés qui sont de plus en plus fréquents dans les mouvements. On le sait, et d'autres sociologues l'ont montré, par rapport au mouvement, par exemple, des années 70 ou des débuts des années 80, peu à peu, les signaux, les pancartes s'individualisent. Ils deviennent de plus en plus personnalisés, comme des discours individualisés de colère qu'on destine à un public de plus en plus large du fait des médias sociaux. Et donc, il y avait dans les mouvements regorge non pas de banderoles collectives, mais beaucoup plus de messages individualisés, de colère ou d'autres. On va voir justement, il y a beaucoup d'émotions qui sont portées, beaucoup de discours et énormément de témoignages individuels sur la vie, des expériences de vie. J'ai 20 ans et j'ai déjà 24 000 $ de dette. Voilà, I'm so angry, I made a sign. Bon, c'est un jeu de mots avec sign, mais l'idée d'exprimer sa propre émotion et de l'attendre presque au monde entier par l'intermédiaire des médias sociaux qui prennent les photos. Et donc, je me suis focalisée sur l'ensemble de ces messages politiques, en fait, individualisés. J'en ai recueilli systématiquement dans chaque manifestation, plus de 300. J'arrive à peu près à une base de données de 2000 slogans, messages, témoignages, écrits politiques, protestataires qui ont été portés. Et j'ai fait une analyse textuelle et qualitative de ces messages pour comprendre qu'est-ce qui émerge de commun et puis qu'est-ce qui est spécifique, effectivement, comme revendication dans chacun des mouvements. Alors, bien sûr, la colère est dominante. Donc là, vous voyez, angry. Il y a aussi beaucoup qui sème la misère, révolte la colère. Donc, il y a beaucoup d'expressions de colère, de l'émotion, qui est effectivement très portée dans les manifestations. Mais on voit aussi de la peur. Par exemple, là, je vous ai mis en bas I'm terrified for our future. Donc, l'idée d'une peur qui est très présente, notamment dans les mouvements environnementaux, mais aussi dans les mouvements de Hong Kong, pro-démocratiques. Et on voit que par rapport à toute cette vague que certains ont comparée à 68, on voit que les racines sont relativement différentes. Donc, bien sûr, il y a une vague générationnelle. Je vais parler, la présence des jeunes générations est très marquée, dans les discours aussi. Mais on voit que dans les racines, il y a davantage cette colère, l'idée de ne plus avoir rien à perdre, l'idée d'urgence. Je ne l'ai pas mis là, mais l'urgence est très présente. Donc, de devoir agir vite, il est moins une, entre guillemets. Et donc, très portée, la peur, la colère, l'urgence, très portée dans les manifestations. Et donc, on peut changer de diapo. Merci. Alors, très rapidement, parce qu'on ne va pas s'étendre sur les mots, mais donc là, c'est le nuage de mots qui regroupe l'ensemble des mots les plus employés qui ressortent de ces 2000 mots de la colère, de ces 2000 slogans ou témoignages. Et bon, pour faire bref, sans aller dans les détails, de ce nuage de mots massif, on peut retirer deux enseignements majoritaires en ce qui nous concerne aujourd'hui. Le premier, c'est regarder les mots qui sortent le plus. Démocratie, éducation, personne. Student aussi. Future, change. On voit que les mouvements sont davantage des mouvements, il y a eu beaucoup de débats parmi les sociologues des mouvements sociaux, des mouvements pro,
que des mouvements anti. Ce qui développe, c'est davantage justement des grands principes structurels, des grands principes de société. Il y a aussi amour, love, etc., plutôt que des colères extrêmement ciblées qui seraient contre quelque chose. Et si on va plus loin même, quand on voit donc des principes sociétaux qui confirment quand même l'idée de mouvements relativement tournés sur des grandes valeurs humanistes, et quand on regarde les nous et les vous ou les eux qui sont portés dans les manifestations, on voit effectivement que les principales identités revendiquées, c'est là étudiants, si vous cherchez, il y a aussi jeunes, youth, young people, les identités majoritaires se révèlent générationnelles, mais ça cohabite avec d'autres identités, bien sûr, des identités plus larges comme le peuple, comme le monde, des identités de grande échelle, ou des identités très locales comme la ville, Hong Kongers, Madrid, etc. Le lieu apparaît très, très fortement. Mais ce qui apparaît le plus, effectivement, c'est des identités générationnelles qui structurent les discours. Et ce qui est important d'évoquer, c'est la difficulté de trouver les eux. Les eux, contre qui on s'adresse, contre qui s'adresse cette colère. Donc on défend des grands principes, des mouvements de défense qui se veulent réactifs à quelque chose qui serait de l'ordre d'une dépossession. Et quand on regarde les eux, on voit qu'ils sont multiples. Il y a certes le gouvernement, mais il y a aussi des échelles transnationales beaucoup plus difficiles à attraper. On voit que ces mouvements, et c'est pour ça aussi qu'ils défendent des grands principes avant tout, plutôt que de contester des mesures ciblées, ces grands mouvements peinent à trouver leur ennemi. Leur ennemi est multiple, à plusieurs échelles, souvent contrasté. Il va y avoir aussi le système qui apparaît souvent. J'en parle parce que c'est très présent dans les discours. Le système, les politiques, les banques, les médias. Il y a un trio quelque part, mais on voit que ce trio est peu identifiable et qu'il y a la recherche d'un ennemi à cibler davantage et qu'on sent un effort de révolte, mais une difficulté à trouver l'exutoire et l'ennemi, l'adversaire précis contre qui on pourrait exercer cette révolte. Alors, on peut changer de diapo, merci. Alors, donc, je passe sur les grammaires générales de ces mouvements et je me suis penchée aussi plus précisément sur les grammaires générationnelles. C'est-à-dire que j'ai essayé de voir qu'est-ce qui, dans tous ces discours de colère, ces discours politiques, qu'est-ce qui émergeait comme discours générationnel. À ma grande surprise, même comme dans des mouvements comme Hong Kong, il y avait la présence très forte des discours générationnels, la protection des générations futures, l'idée d'une trahison entre générations. Et effectivement, alors que ces revendications ont été souvent dans les enquêtes invisibilisées par des revendications plus générales, par exemple pro-démocratiques, etc., qui structuraient le débat public de la protestation. Quand on allait voir ces discours beaucoup plus individualisés, les paroles générationnelles étaient très fortes et se sont accentuées au cours de la décennie pour trouver leur apogée dans le mouvement environnemental, j'y reviens, mais qui porte qui accentue la question du conflit entre générations. Et donc cette question qu'avez-vous fait de notre monde est très présente. Elle est dans chaque mouvement, même si ça va se traduire de façon plus économique, politique, environnementale, selon les protestations étudiées, mais il y a une même trame de fond. Il y a justement l'idée d'un héritage trop lourd à porter, d'une génération sans pointer systématiquement, sauf les mouvements environnementaux, la génération aînée, mais une génération justement qui dénonce le poids trop lourd d'une dette, une dette dans le sens large du terme, dont on hérite et qui serait trop lourde à porter pour les épaules d'une jeune génération et qui serait même injuste de faire porter l'idée de payer un héritage dont on n'est pas responsable. Et donc, il y a une dialectique là qui est très présente dans tous les mouvements sur ce discours générationnel. Qu'avez-vous fait de notre monde? Et ce « vous » restant relativement imprécis, sauf dans les mouvements environnementaux, donc avec cette idée d'un système justement qui qui transmet une dette trop lourde sur les jeunes générations et donc une dette injuste. Alors, on peut changer de diapo. Et cette tension générationnelle, ce discours d'un héritage justement trop lourd, ça va se traduire
très concrètement sur 3 questions majeures, 3 tensions saillantes qu'on va retrouver au fil de tous ces différents mouvements. La première tension, c'est celle de l'éducation. Et on voit avec cette question fondamentale qui est posée dans tous les mouvements, les études, à quel prix? Le prix, le contour de ce prix, bien sûr, diffère selon les différentes protestations, mais on voit monter une mise en cause de plus en plus profonde de la méritocratie, avec l'idée de la valeur. La valeur, ma vie, mon diplôme, votre crise et notre démocratie. L'idée d'une valeur qui serait remise en cause, par exemple celui, alors malheureusement on ne voit pas trop avec le PowerPoint, mais si vous voyez le jeune homme avec ses lunettes de soleil, c'est dans Les Indignés, Telipio al conche con mi diploma, donc je lave ta voiture avec mon diplôme. L'idée d'une perte de valeur, on vaut mieux que ça, donc ça c'est très européen, donc là c'est la nuit debout, mais l'idée également d'une rentabilité qui devient de plus en plus difficile à justifier, et donc la perte de valeur au cours des parcours de vie, par exemple à vendre l'éducation d'une marchandisation qui fait perdre la valeur signifiante même du savoir. Et là j'ai pas mis de photo, mais à Hong Kong il y a aussi, alors que c'est pas un mouvement qui se veut éducatif, il y a ce questionnement très fort de jeunes étudiants qui se disent comme les citoyens éclairés, mais qu'on n'écoute plus, et donc on fait perdre cette valeur de l'éducation. Donc il y a vraiment l'idée du sens qu'on donne à ce chemin éducatif qui est posé dans tous les mouvements, que ce soit la valeur financière, la valeur symbolique, la valeur sociale de l'éducation, avec ce doute croissant posé sur la méritocratie. La deuxième question, et on peut changer de diaporama, qu'on voit posée de façon transversale dans tous les mouvements, c'est celle de la justice. Justice sociale, certes, donc là je vous ai mis je lutte des classes, donc justice bien sûr sur la question sociale, mais très fortement aussi justice entre générations, avec cette question qui doit payer la dette, cette idée que justement on fait peser sur les jeunes générations une dette injuste, parce que ce n'est pas les jeunes générations qui en sont responsables. Et cette question d'injustice entre générations, elle est certes pas majoritaire, mais elle est présente dans tous les mouvements. Que ce soit une injustice économique entre générations, qu'on va retrouver portée dans les mouvements étudiants qui sont nés dans les pays libéraux, enfin davantage libéraux dans leur mode de régulation d'État-providence, donc à Montréal et à Santiago du Chili, que ce soit une injustice sociale posée très fortement donc, au sein des mouvements davantage européens, une injustice sociale entre générations, l'idée justement du déclassement, l'idée presque du sacrifice qui est posée fortement chez les indignés à Nuit debout, donc avec une génération qui paye un prix trop lourd de la crise et de l'austérité. Et là, vous voyez, Justicia, no debemos, no pagamos. Nous ne devons pas, nous ne paierons pas. Donc l'idée justement de rétablir ce sens de la justice, et aussi une injustice politique très forte dans les mouvements de Hong Kong, avec l'idée on a trahi une génération et que les jeunes générations portent le poids d'une décision, ici politique, une décision politique qui va drainer et impacter leur destin collectif. Donc rhétorique qu'on retrouve dans tous les mouvements. Et enfin, le plus fort, là, Unfuck Our Future, donc c'est dans les mouvements environnementaux, où là, cette question, en plus, il y a une jonction des crises dans les discours. Il y a l'idée que la crise sociale, crise environnementale, finalement, ne font que se joindre. Et donc l'idée qu'il faut protéger davantage les générations futures de cette injustice. Et là, un doigt beaucoup plus pointé envers les générations aînées. Là, c'est le mouvement environnemental qui pose très clairement dans les discours au niveau politique la question d'une injustice entre générations, avec même, on pourrait revenir sur Margaret Mead qui parlait d'une inversion de transmission, et là on voit dans les discours l'idée, par exemple, je suis venue pour t'apprendre la leçon, je croyais que les adultes étaient responsables. L'inversion des discours avec l'idée que les enfants auraient, justement les enfants et les jeunes générations, c'est un mouvement porté par des très jeunes générations, les enfants, les adolescents auraient une vérité qui n'est malheureusement pas entendue, et que les adultes porteraient l'insouciance qui serait d'habitude associée à l'âge de l'adolescence, et qu'il y aurait une inversion des rapports de génération avec des enfants et des adolescents responsabilisés trop tôt du poids de cette finitude, de cette urgence, de cet héritage trop lourd là aux questions environnementales, et les générations adultes qui auraient été davantage insouciantes. Voilà, donc deuxième point, c'est la justice. Et la troisième tension saillante, mais tout ça c'est interdépendant bien sûr. On peut changer de diapositive.
c'est la démocratie. Donc là, c'est une question, bien sûr, et on le sait, ça a déjà été montré, qui est portée par l'ensemble des mouvements de la décennie 2010, qui posent tous à leur façon cette question démocratique. Et on voit quand même qu'elle est formulée de façon assez marquée avec une dimension générationnelle, avec la question de la parole des jeunes, le droit à la parole des jeunes et la place des jeunes dans la décision. Donc à la fois sur la question de la parole et l'écoute, qui est très prégnante aujourd'hui dans le débat public, donc d'une revendication d'un droit à la parole qui serait légitime, même si on ne va pas voter. Donc la revendication du droit à la parole directe et de l'écoute directe et la place plus forte à faire des jeunes dans les décisions politiques. Et cette question, ce qui est intéressant de la démocratie, c'est la plus clivée. C'est-à-dire que dans tous les mouvements, et d'ailleurs ils se sont toujours achoppés sur cette dimension-là, dans tous les mouvements que j'ai pu analyser, donc les 7, donc c'est à cette échelle-là, il faudrait voir ailleurs, mais il y a eu une dissension très marquée entre ceux qui revendiquaient uniquement une parole directe et la légitimité de cette démocratie beaucoup plus directe dans la rue, et d'autres qui revendiquaient quand même d'aller au vote. Et cette question du vote est extrêmement clivante à l'intérieur même des militants et des participants. Est-ce qu'il faut cautionner le système, entre guillemets, et aller au vote? Voilà. Mais la question de la démocratie, d'une parole plus directe, est très, très prégnante, quoi qu'il arrive, plus continue également, dans ces trois mouvements. Donc, on assiste, si je résume un peu sur ces mouvements que j'ai pu analyser. On assiste à quand même des mouvements qui étaient déjà très marqués d'une dimension générationnelle. Je dis déjà parce que je crois même qu'on assiste à un moment générationnel au milieu donc dans cette décennie 2010, parce que la pandémie fait déjà naître, éclore des mouvements qui revendiquent aussi l'identité générationnelle. Par exemple, en France, même si c'est un petit mouvement, il y a déjà CD 2020, donc le collectif de ceux qui sont nés en 2020, qui ont 20 ans en 2020, pardon, donc qui revendiquent aussi une identité générationnelle et cette question de la montée éventuellement de la question d'injustice entre générations. Donc, il était déjà présente. Alors, j'ai pas. Donc, c'est à mon avis, il y a eu ce mouvement et ce moment générationnel, et c'était avant Black Lives Matter et MeToo, qui, même s'ils sont portés majoritairement par des jeunes générations, portent d'autres revendications. Bien sûr, on retrouve la justice, mais des mouvements peut-être plus marqués sur la question des inégalités en tant que telles. Voilà. Alors, on peut changer de diapo. Je regarde juste l'heure, oui. Alors, donc ça, c'était tout un pan de la recherche, cette question des colères collectives, que portent comme révolte les jeunes au niveau global, en fait, et comme révolte commune. Donc, j'ai pu montrer les trois tensions saillantes dans ces mouvements. Mais très vite, je me suis posé la question de est-ce que je ne suis pas en train d'analyser justement avec cette question des colères, les colères les plus visibles dans l'espace public. Donc, est-ce que je ne suis pas en train d'analyser une pointe émergée de l'iceberg et que pour rendre compte des colères d'une jeune génération, il faut aller chercher ailleurs. Et ailleurs, c'est au sein même des parcours de vie. Pour pouvoir rendre lisibles, certes, les colères qui seraient exprimées dans l'espace public, mais aussi des formes de critique, de révolte, de frustration, parce que c'est dans l'idée d'un spectre large, qui seraient plus souterraines, moins visibles dans les parcours de vie, et éventuellement, quid des jeunes qui ne protestent pas. Déjà, dans les manifestations, en faisant des entretiens, j'étais très surprise, mais beaucoup disaient que c'était leur dernière manifestation avant de se taire. Et donc, l'idée du silence et de la parole, du silence et du bruit, commençait à me travailler, et j'ai décidé de prolonger cette enquête par l'idée d'aller dans les parcours de vie eux-mêmes, et non pas uniquement des gens qui ont protesté, mais également des jeunes qu'on entend moins. On entend moins parce qu'ils votent moins ou parce qu'ils protestent moins. Et ça a donné cette enquête dont je vais vous parler plus longuement. Donc, par récit de vie, à chaque fois, je suis allée dans chacune des villes, bien
bien sûr, où j'avais mené mes enquêtes sur les mouvements sociaux pour aller comprendre, sont-ils plus ou ceux qui protestent pas, sont-ils plus ou moins en colère, et que vivent-ils aussi comme épreuve pour aller donner la parole de façon plus large, avec cette idée d'aller au-delà de l'approche par cicatrice. L'approche par cicatrice qui est très scarring effect, qui est très dominante dans les approches générationnelles aujourd'hui, pour justement mieux comprendre les liens entre des épreuves sociales, des émotions et leur forme de politisation, que ce soit dans l'espace public ou que ce soit dans les discours individuels. L'idée aussi de casser l'illusion de la génération. Le concept de génération fait très peur parce qu'il tend à essentialiser, à homogénéiser. Donc l'idée, c'était effectivement d'aller découvrir dans différentes classes sociales, d'aller ouvrir les échantillons, même si c'est qualitatif, pour pouvoir donner la parole à différents milieux sociaux et de déconstruire potentiellement, d'articuler les inégalités sociales avec la question générationnelle, et ce dans plusieurs pays pour permettre de dépasser justement cette illusion. La critique souvent qu'on fait, celle de Bourdieu, la jeunesse n'est qu'un mot, mais c'est celle qu'on fait à la génération, à la notion de génération, et donc de casser au marteau cette possibilité pour voir qui porte une conscience de génération, qui n'en porte pas, et quelles sont les différentes épreuves dans les échelons sociaux. Alors ça a donné une enquête sur 150 récits de vie, qui continue encore aujourd'hui d'ailleurs, même si j'essaie d'arrêter là, 150 récits de vie auprès de jeunes adultes, donc de 18 à 30 ans, voilà, après l'adolescence, et issus de différents milieux sociaux dans les 5 villes, Montréal, Madrid, Santiago, Hong Kong et Paris. Donc avec cette question, la colère existe-t-elle aussi? Sous quelle forme? Et quelles sont les principales émotions vécues? Donc des récits de vie, beaucoup de questions sur les épreuves, les trajectoires familiales, les trajectoires sociales et les formes de rapport aux politiques. Que j'avais moins investi le rapport aux politiques dans mes premières enquêtes du devenir adulte en Europe. Je m'étais vraiment centrée sur les questions familiales et de trajectoire professionnelle. Et là, l'idée, c'était effectivement d'élargir le spectre pour pouvoir avoir les racines sociales des formes de politisation actuelles des jeunes adultes. Donc, merci. Est-ce qu'on pourrait changer de... Voilà. Et je voudrais démarrer, merci, je voudrais démarrer sur un mot qui est revenu, c'est le système. Et c'était pour moi un mot écran qui m'a permis de comprendre mieux les épreuves communes vécues dans les parcours de vie en justement essayant de le dépasser. C'est que dès mes premières interviews, que ce soit à Montréal, à Santiago, puis à Paris, j'ai été étonnée de la présence de ce mot « système ». Il y avait des colères, il y avait effectivement des discours forts de colère ou des discours moins forts de frustration, de rage, des grammaires d'injustice. Mais à chaque fois, il y avait chaque fois ou presque, mais très fréquemment, cet ennemi commun qui était le système. L'idée de se battre seul, donc avec une solitude sociale, l'idée de se battre seul contre un système. Ça m'a vraiment frappée parce que je l'ai retrouvé dans tous les lieux, dans tous les sites où j'ai fait mes enquêtes, et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Ce système, donc quand je travaillais, mais pourquoi système? En regardant les définitions qui étaient associées à ce mot, d'être anti-système, de se battre contre le système, d'en vouloir au système, d'être frustré contre le système. Donc c'est l'être face au système. En creusant un peu, on voyait que ce système finalement était à géométrie très variable, selon les milieux sociaux, selon les individus qui parlent, selon bien sûr les sociétés qui vont favoriser certaines définitions. À chaque fois, on voyait quand même l'idée d'entité multiple, donc système éducatif, mais associé au système politique, l'idée parfois les médias étant dedans, donc chez les jeunes plus discriminés, le système policier associé au système de la justice. Donc, géométrie très variable quand on creuse, mais à chaque fois, quelque chose de commun. L'idée d'une mécanique, l'idée d'une froideur. Et quand on expliquait, on essayait de creuser, le système n'était pas défini en tant que tel, on avait du mal à le nommer. Ce qu'on définissait, c'est ce qui nous fait. Le système nous fait, et si on doit résumer, ça peut se résumer en un mot, mal. Le système fait mal. Le système fait mal à l'être, à l'individu. Il vient freiner
ce projet d'être qu'on a en soi. Et donc, il était toujours exprimé parce qu'il faisait avec des mots extrêmement physiques. L'annulation de soi, le frein, l'empêchement, l'idée d'un frein sur soi, sur ses projets de vie. Et donc, il y avait cette dichotomie d'un individu qui, comme une désadhésion protectrice, pour ne pas justement subir complètement ce système, le nomme. Et le mot système, c'est un mot écran pour nommer l'ennemi qu'on ne peut pas, ou l'adversaire qu'on ne peut pas nommer facilement, parce que qui est responsable de son mal-être? Il est difficile à nommer ce système, donc on met ce mot qui, bien sûr, parfois répond à des entités existantes, mais qui permet justement d'exprimer par la dissociation qu'on va faire de son propre être, le frein qu'on vit, le mal-être justement, et c'est toujours cette tension quand c'est exprimé dans les mots, c'est soit son identité, ses valeurs, sa valeur, l'être, donc le projet d'être, l'idée de l'être, donc des choses très existentielles qui sont exprimées, qui sont justement, qui se retrouvent dans une lutte souvent solitaire, parfois collective, mais le plus souvent très solitaire, face à cette idée du système. Et donc, si on change de diaporama, je vous ai mis quelques exemples. Merci. Contre le système qui se joue de moi. Bon, c'est plus illustratif, mais voilà quelques bribes. Donc, par exemple, là, une jeune femme en recherche d'emploi, avec une formation d'architecte. Lors de la recherche d'un emploi, ça m'a vraiment mise en colère, parce que j'ai eu des moments, pas vraiment d'anxiété, mais de colère. De colère? Oui, de colère. Mais tu sais, quand tu as tout essayé, les agences pour l'emploi, tout, oui, parce que j'ai aussi cherché des petits boulots, et même que ce n'est pas possible. Voilà, elle raconte que même au Resto du Cœur, elle a dû avoir des pistons parce qu'elle n'arrivait pas à rentrer comme bénévole. Contre quoi étais-tu en colère? Et c'est là où c'est intéressant, parce que c'est assez représentatif de ce qui se dit. Contre le système. Oui, contre le système qui se joue de moi. Je ne veux pas exagérer, mais je commence à penser. Est-ce que je dois vraiment changer encore une fois mon identité, qui je suis, pour rentrer dans autre chose? C'est sans fin. Et donc là, on est justement dans cette tension entre un être, elle parle d'identité, de qui elle est, donc un être avec ses propres projections existentielles, ce qu'elle veut être, et donc cette idée de changer, cette idée de s'adapter. Et on va voir que, j'appelle ça l'ajustement, mais c'est l'adaptation aux attentes qui devient source de souffrance sociale, et plus que sociale, existentielle. Donc là, bon, la société m'a abandonnée, donc j'abandonne ma société. Des fois, c'est vrai que c'est société. Et là, un autre à Montréal qui, en fait, faute de pouvoir payer sa dette, a été embauché, sa dette étudiante, a été embauché par la banque qui lui avait fourni ce prêt et lui-même devient conseiller au prêt. Donc, ironie du sort. J'en veux, je sais pas, j'en veux au système, aux banquiers, car je n'étais jamais pris en compte. Donc, la valeur. Ils m'ont dit, voici ton prêt. Dans un sens, j'ai cru que l'argent était gratuit. Voilà. Et donc, on retrouve, il y en aurait beaucoup d'autres, on retrouve cette dialectique de l'être face au système et donc cet exutoire à frustration qui va s'exprimer dans l'idée de quelque chose. Il y en a même une récemment qui disait je peux rien, je suis écrasée parce que le système est plus gros que moi. Donc cette idée d'un individu seul face au système qui est très présente dans les entrevues. Est-ce qu'on peut changer de diaporama? Merci. Et donc on arrive à l'épreuve qui est derrière. L'épreuve qui est derrière. Et quand on cherche, l'épreuve qui est derrière, c'est effectivement l'idée, et c'est pour ça qu'il y a cette dialectique être-système, l'idée de l'ajustement. L'idée de devoir changer son être et rechanger, parce que c'est l'idée de... C'est plus à l'usure que ça se passe en monde néolibéral, justement, dans cette épreuve vécue. Donc l'ajustement est l'idée de devoir se surajuster. Et donc d'aller chercher trop loin le changement de soi ou le renoncement à ses propres aspirations et à ses propres choix de vie par rapport à ce qui est demandé. Et donc ce qui est en train d'émerger, selon moi, comme épreuve saillante au niveau des jeunes générations, même s'il y a d'autres générations, mais très portée dans les jeunes générations qui rentrent sur le marché, c'est cette tension qui n'est plus, on l'a codée énormément en sociologie, la question du déclassement, l'idée de se brader. Et l'idée de se brader est présente, donc une lecture assez verticale et que face par exemple aux difficultés d'insertion, se déclasser, accepter de se déclasser, donc de baisser sa valeur. Mais là, et par rapport aux enquêtes que j'ai faites au début des années 2000,
on a changé de ressort. Ce n'est plus tant que ça, même si c'est présent, l'idée d'un déclassement vertical qui génère de la souffrance sociale, c'est plus au niveau horizontal de soi avec soi, donc de cette tension entre vivre sa vie et gagner sa vie, et de cette mise en coïncidence qui devient trop difficile et qui devient souvent justement, qui devient source de perte de sens, dans le sens de la direction de sa vie, et de la signification bien sûr, mais de la direction de sa vie. Et donc la peur et la souffrance, c'est d'être dévié, plus que d'être déclassé. Bien sûr, c'est au niveau économique et social, on est vers quelque chose de très existentiel. Donc cette idée justement d'être dévié dans ses choix de vie, d'être empêché dans ses choix de vie, avec justement cette double mécanique. Vas-y, choisis ton chemin, que vous connaissez très bien déjà, mais vas-y, choisis ton chemin, donc les chemins ouverts, mais les portes fermées. Et donc cette idée que justement, finalement, on ne peut pas, face aux aspirations qu'on a construites, notamment dans des chemins d'études, on ne peut pas les vivre et que le renoncement est extrêmement violent. Le mot violent revient souvent et violent sur les parcours, même chez les jeunes salariés. Parce que justement, il y a cette idée d'être dévié du sens qu'on voulait donner à sa vie, qui est vécue comme une tension existentielle. On voit aussi ce qui est nommé comme... si on décortique un peu les mécaniques du système, ce qui est nommé, et ce dans toutes les sociétés où j'ai pu faire des enquêtes, c'est à la fois la pression, donc l'idée de devoir réussir alors que c'est difficile, bien sûr, et donc cette idée d'une pression sur l'individu qui est très nommée, pressure, on l'entend beaucoup dans les entretiens, et aussi la compétition. Face justement à la difficulté de pouvoir s'en sortir, il y a j'allais dire surintériorisation. En tout cas, il y a une intériorisation de la compétition avec cette idée d'isolement. Parce qu'en fait, face à justement l'idée de devoir réussir alors que c'est en contexte adverse, avec cette adversité, et de devoir trouver le sens, l'idée de devoir se démarquer des autres, qui isole, qui tend à isoler, qui crée une forme de solitude sociale, génératrice certes d'angoisse, mais aussi beaucoup de solitude. Et on voit d'ailleurs dans les enquêtes le sentiment de solitude qui augmente. Et effectivement, c'est en partie, à mon avis, lié à cette compétition qui descend les âges, et qui est très intériorisée dans les parcours. Alors concrètement, ça se traduit par ces discours à la fois un ajustement social, à la fois un ajustement familial et existentiel. L'ajustement, il est triple, bon, si on caricature, mais déjà au niveau social, cette idée alors, bien sûr qu'il y a différentes formes selon la société. Dans une société plus libérale, ça va être pouvoir se stabiliser, pouvoir gagner relativement suffisamment pour s'autonomiser. Dans d'autres sociétés, ça va être éviter le chômage. Mais il y a toujours l'idée qu'il y a un plafond de verre générationnel. Donc il y a une intériorisation forte de la difficulté à rentrer sur le marché du travail et à vivre sa vie dans le sens signifiant, à vivre son parcours de sens sur le marché du travail, et cette idée développée de quelque chose de difficile à percer, un plafond de verre générationnel. Qui pèse, ça va avec l'idée de pression, qui pèse sur les destins. Et donc ce que je voyais très, entre guillemets, français dans mes enquêtes dans les années 2000, avec cette idée d'une pression sur les années de jeunesse, j'ai pu observer que dans d'autres pays, elle tend à s'accroître partout. Cette pression, justement, à percer ce plafond de verre et donc à gagner une compétition par rapport aux autres pour pouvoir s'en sortir, sauver sa peau, entre guillemets, sur le marché du travail. Et cet investissement dans les années de jeunesse se traduit au niveau d'un ajustement familial. Et il y a quelque chose dont je voudrais parler même rapidement, mais j'ai trouvé dans les enquêtes que, bien sûr, il y a une solidarité familiale, et on le sait, et les données de l'OCDE le montrent, tous les jeunes, dans tous les pays où j'ai fait mes enquêtes, l'âge au départ de chez les parents tend à reculer un petit peu, et les solidarités familiales, y compris financières, tendent à augmenter également. La famille active, dans ce contexte de crise, d'austérité, à activer ces filets de solidarité pour ceux qui peuvent en bénéficier. Et donc, il y a des tensions familiales à l'intérieur de cette cohabitation prolongée ou de cette aide prolongée qui sont assez présentes, plutôt dans le sens du partage de l'angoisse, la difficulté de partager l'angoisse avec les parents, et puis les parents qui deviennent le miroir
de cette attente, parce que justement, ça accentue cette pression et ça rend visible, ça rend des témoins à l'attente. Donc ça, c'est difficile, mais c'est pas ça qui pose le plus problème, puisque ceux qui peuvent bénéficier de la famille ont de plus en plus conscience de leurs privilèges. D'ailleurs, ils le disent comme ça, j'ai le privilège d'avoir la famille. Par contre, c'est avec le temps, et ce que je peux observer, c'est que ce que ça crée, c'est une forme de déséquilibre des générations, et ce qui est vécu, ce qui est source de souffrance, ce n'est pas la cohabitation familiale, la solidarité familiale, même si elle crée un peu de frustration, c'est beaucoup plus la perspective de sa propre famille qui tend à s'amoindrir dans les horizons et qui devient non plus garantie, mais incertaine. Et ça, donc c'est plutôt avec l'âge, c'est plutôt à la fin de la vingtaine, début de trentaine, et l'idée d'un piège qui se referme sur soi. Donc, quand la famille devient un luxe, en fait, c'est une jeune de Santiago qui avait dit même la famille devient un luxe, même construire la famille devient un luxe. Et effectivement, on voit qu'il y a une souffrance nouvelle de cette incertitude qui accentue l'idée d'un renoncement existentiel dont je vous parle sur cette question de l'ajustement, qui accentue fortement. Et même les jeunes hommes parlent de ça. Donc même si c'est l'idée, pas forcément de rentrer dans la parentalité, mais l'idée que l'horizon pour soi de construire un foyer, quel qu'il soit, devient incertain et qu'il va falloir se battre dans cette idée d'un parcours de combattant. Donc l'idée d'usure sur les épreuves qui se répètent est très développée dans les entretiens. Et donc c'est pas tant la famille d'origine que le déséquilibre que ça crée sur un temps très limité pour construire sa propre famille ou construire sa propre vie. Et donc cet horizon qui devient incertain, cette incertitude qui se radicalise, qui est vécue comme effectivement un piège possible. Et donc on est dans une rhétorique du vol de vie. C'est ce qu'on entend chez ceux qui sont qui explicitent le plus cette frustration, l'idée justement que on ne peut pas vivre sa vie, on a cette idée d'une dépossession et que le renoncement est trop fort. Et là, c'est là où on arrive le trop, c'est qu'il y a l'acceptation d'une certaine dose de renoncement et on sent que les colères sociales et politiques, dont j'ai parlé après, arrivent quand ce vol, cette perte de l'intime, cette intrusion dans l'intime et dans ces choix intimes qui deviennent incertains, devient codé comme un vol et un vol trop important et donc un renoncement qui devient trop fort. Alors, on peut changer de diaporama. Merci. Alors, bon, malheureusement, je n'ai pas le temps de développer l'ensemble, mais pour dire que bien sûr, ces tensions communes de l'ajustement, de la dépossession vécue se déclinent de façon très différente selon les sociétés qui vont poser certaines épreuves. Alors, pour faire bref, à Santiago du Chili, c'est beaucoup plus la question de la dette. Donc, vous savez, bon, les études sont extrêmement chères dès les premiers âges, même s'il y a eu des réformes, ça reste un investissement familial massif et individuel massif. Et la tension existentielle est très exprimée. Elle n'est pas légitime, donc c'est vécu en plus avec de la honte, mais l'idée de ne pas pouvoir vivre ses choix de vie, parce qu'il faut avant tout rembourser la dette. Donc, c'est des questions qu'on trouve dans beaucoup de pays libéraux maintenant. Avant tout, rembourser la dette. Et donc, la dizaine donc, de 25 à 35, 40 ans, l'idée de faire des choix stratégiques qui détournent justement l'individu de ses propres aspirations est très exprimée. Ma vie à crédit. Et donc, ce poids, cette pression de la dette sur l'ensemble de la vie. À Montréal, elle est moins forte. D'ailleurs, la dette étudiante est moins forte. C'est plutôt l'idée que les possibles se déconstruisent peu à peu. L'épreuve vécue, d'ailleurs, la plupart se disent privilégiés. Le taux de chômage est beaucoup plus faible, mais il y a l'ombre d'un doute qui plane. Et ce doute est très peu légitime, puisque dans la société, le discours, c'est que les jeunes ont beaucoup de chance. Et peu à peu, il y a une usure potentielle de ceux qui... Alors, il y a ceux qui décrochent, il faut éviter le décrochage, mais de ceux qui ne parviennent pas finalement à pouvoir s'installer, à pouvoir gagner leur place et qui se retrouvent
enfermés dans des statuts très précaires, donc même après beaucoup d'études, hein, c'est des trajectoires très fréquentes, et donc un doute qui se diffuse peu à peu dans les trajectoires, et l'idée qu'il faut reporter ses propres choix de vie pour pouvoir justement assurer un minimum avant de pouvoir vivre sa vie, donc le report de sa propre vie, et avec un doute grandissant. Donc c'est beaucoup plus diffus, beaucoup moins légitime, mais la tension existentielle est là, avec ce rêve, par exemple, à Montréal, en ce moment, beaucoup de micro-brasseries, de s'installer, pour éviter le travail salarié, justement, de s'installer pour soi et à soi, mais ce rêve qui ne cesse d'être reporté dans les trajectoires au profit de trajectoires salariées qui permettent de rembourser également la dette étudiante, etc. Bon, je vais aller vite à Paris parce qu'on connaît déjà cette réalité, mais c'est là où la tension est la plus radicale de tous les pays où j'ai pu faire cette enquête, entre justement vivre sa vie, gagner sa vie, l'idée de porte fermée qui est extrêmement développée, presque bouchée. Enfin, on sent vraiment un discours du déclin générationnel assez marqué, et l'idée de pouvoir se démarquer justement de la masse, entre guillemets, pour se faufiler, percer ce plafond, et une tension très radicale qui conduit à beaucoup de bifurcations de vie, je pourrais en reparler, beaucoup de bifurcations de vie et des interrogations très fortes sur le sens posé. Et là, les discours sur pression et compétition sont particulièrement marqués. C'est pas étonnant, effectivement, vu la configuration, mais c'est vraiment là où effectivement la tension est la plus forte. À Madrid, paradoxalement, alors que le taux de chômage est plus important, c'est plus diffus. L'idée, c'est d'éviter la chute. Et donc avec des stratégies de migration, de pouvoir quitter les centres d'appel, cette génération de diplômés qui se retrouvent dans des emplois très précaires, donc de pouvoir éviter la chute en trouvant la place, et souvent, de plus en plus, en sortant du système, entre guillemets, même si c'est pour trouver un emploi ailleurs, en sortant du système pour éviter cette chute. Et là, paradoxalement, il y a une conscience de génération très marquée, un nous de génération qui regroupe tous les milieux sociaux, et cette idée d'une conscience que structurellement, c'est très difficile, et avec la crise et l'austérité, et que cette chute est injuste et il faut sauver sa peau individuellement. Bon, à Hong Kong, ce serait long d'en parler, mais la tension, elle se structure maintenant beaucoup plus au niveau politique. Quand j'ai fait mes premières enquêtes en 2014, les questions de logement, de dette étaient très proches finalement de celles de Montréal et de Santiago, donc très liées à cette pression financière sur les parcours et ce devoir de remboursement qui en fait vient créer cette tension existentielle sur les choix de vie et un renoncement considéré comme trop important par rapport à ses propres aspirations. Et puis peu à peu, ça s'est structuré autour d'une conscience d'une génération qui se dit trahie par les décisions politiques. Bon, vous connaissez la configuration, et donc un sentiment non pas de sacrifice mais de trahison qui structure l'ensemble des discours, et voilà, il y a l'ensemble d'une génération, même si les milieux populaires ils sont moins présents quand même, mais dans des mouvements collectifs d'ampleur. Voilà, bon, je vais passer rapidement, on pourra en reparler dans la discussion si vous voulez, pour pouvoir enchaîner sur la question justement de comment elle est vécue. Alors, cette question du sens, donc à la fois la direction, à la fois la signification qu'on peine à vivre pleinement, elle va se traduire donc chez ceux qui peuvent par des bifurcations, pour remettre en coïncidence sa vie. Et donc, des bifurcations qui peuvent être radicales, mais chez beaucoup, il n'y a pas forcément la possibilité de rebifurquer. On verra avec la pandémie, qui à mon avis va en entraîner beaucoup, des bifurcations, mais ce qui m'a frappé, et ce qui, je crois, est un résultat important, c'est ce que j'ai appelé les loyaux critiques. Alors, les loyaux cyniques, les loyaux critiques, j'hésite encore sur les mots, mais la présence massive au sein des jeunes générations de jeunes qui critiquent, voire haïssent le système, justement, mais qui jouent les règles du jeu, parce que par nécessité économique, politique, existentielle, etc., par nécessité, on joue les règles du jeu, on avance, mais on n'y croit plus. On ne croit plus en la méritocratie, les règles du jeu elles-mêmes sont énormément critiquées, les règles du jeu démocratique également, et donc on voit ce que j'appelle les loyaux critiques, on continue en apparence. Donc si on reprend le modèle d'Hirschman, en apparence on continue, mais il y a une forme de dissociation intérieure avec une critique parfois très cynique, on se met à distance justement des règles du jeu. Donc j'ai énormément de discours sur
moi je fais ça, mais c'est pas moi. Et cette critique, et il y a l'idée d'un transitoire. On accepte ça parce que c'est transitoire. Donc on reporte les rêves, on reporte les aspirations, on ne cesse de reporter, et l'usure vient et la colère vient aussi par accumulation de cette idée de report. On joue les règles du jeu, mais on n'y croit plus. Et donc, toutes les stratégies de résistance intérieure, parce que justement, comment se révolter contre un système, donc plutôt intérieur, on joue le jeu, on avance, l'idée de toujours devoir avancer. Et d'ailleurs, dans les premières enquêtes que je fais là sur la pandémie en ce moment au Québec, chez certains, pas chez tous, mais il y a l'idée que ça leur a permis de faire une pause. Donc, il y a ceux chez qui c'est dramatique, mais certains disent que justement, ça leur permet de faire une pause dans cette avancée stratégique permanente. Voilà, donc, bon, je passe rapidement sur les NEET, mais oui, ouais, on peut passer. Oui, tu peux. Oui. On peut. J'ai pas besoin de. Ouais. Ouais. Et donc, au-delà de loyaux critiques, en 2 mots, il y a aussi ceux qui sortent du système, donc ceux qui vont prendre des chemins alternatifs, qu'on voit se développer dans les enquêtes alternatives, et puis aussi ceux qui respirent juste 1 an, qui essaient ce que j'appelle la suspension, qui essaient de suspendre ce parcours du combattant pour reprendre après. Donc, il y a des stratégies à la fois internes dans le système pour les loyaux critiques, puis à la fois de sortie temporaire ou définitive de ce qu'ils appellent le système, donc a priori du marché du travail dans lequel ils évoluaient. Mais ce qui m'intéresse de montrer, puisque l'heure tourne rapidement, c'est comment va naître sur ces trajectoires justement de la colère sociale. Donc pas forcément de la colère, il y a aussi de la frustration qui est une autre étape, mais naître des colères sociales, des colères anti-système qui peuvent se canaliser politiquement. J'ai essayé de construire une grille de lecture de tous ces récits de la colère que j'ai pu mener, donc à la fois des colères souterraines, puis de celles qui s'expriment dans l'espace public, de mener une grille un peu conceptuelle de comprendre les liens qu'ils vont faire entre justement épreuve et cette émotion de la colère et comment elle peut s'exprimer. Et ce que je vois quand je restitue toutes ces colères latentes et puis leur naissance dans les parcours de vie, c'est qu'elles naissent toujours sur le terreau de l'engagement. La colère ne naît pas sur un terreau neutre, elle naît sur un terreau de l'engagement de soi dans un projet d'études, dans un projet de marché du travail, dans un projet de migration, dans un projet d'intégration pour certaines jeunesses discriminées. Elle naît d'un engagement, d'un projet d'être, justement. Et cet engagement est exprimé souvent avec des mots très existentiels, justement. Donc, même s'ils vont se focaliser sur des choses concrètes, c'est l'idée de devenir soi. Donc, cette idée de s'engager dans un parcours, donc ça va avec l'idée d'effort, ça va avec l'idée souvent du temps long. Et donc, on s'engage. Et la frustration sur ce terreau d'engagement, et dans l'engagement, on est dans un régime de l'espoir. Et donc souvent, c'est là mis avec l'idée d'espoir, d'y arriver, l'espoir de réussite, l'espoir de pouvoir vivre cela. Et la frustration naît quand cet espoir, bien sûr, n'est pas comblé, mais qu'elle n'est pas codée en termes d'injustice ou d'inégalité. C'est que c'est soi avec soi. On est dans un dialogue avec soi. On ne voit pas forcément le système à l'étape de la frustration. Justement, il y a cette idée qu'on n'arrive pas à ses fins, mais on continue d'être dans ce régime d'un espoir déçu, mais sans critique politique, sans brèche politique. La frustration n'est pas encore politisée. L'injustice, justement, peu à peu, on voit que dans beaucoup de récits de la colère, on va passer de la frustration à l'injustice quand les inégalités deviennent vivantes, quand la comparaison est possible. Et donc, par exemple, dans des jeunes vont se confronter à d'autres situations qu'eux et se rendre compte qu'en fait, ce qu'ils vivent s'intègre dans une situation sociale plus large et les inégalités deviennent palpables, prennent corps dans les récits, prennent chair. Et donc là, ça devient codé avec une grammaire d'injustice. Mais on voit beaucoup de jeunes qui vont rester soit à l'état de frustration, soit à l'état d'injustice, avec des grammaires d'injustice, mais tout ça reste très intériorisé, parce qu'il n'y a pas forcément la visibilité d'un responsable, il n'y a pas forcément la visibilité le déclenchement justement de cette visibilité de pouvoir désigner un ennemi et de pouvoir donner sens, contextualiser sa propre expérience. Et la colère là-dessus, arrive souvent avec une scène. Pour vous donner un exemple parlant, ça va être une scène, mais
ça peut être multiple. Une scène, ça peut être une énième injure raciste, par exemple. Une scène, ça peut être, pour me rappeler d'un entretien, la 110e lettre envoyée sans réponse. Ça peut être anecdotique. Mais à chaque fois, il y a l'idée que sur une trajectoire qui est vécue comme une trajectoire d'impuissance, engagement, frustration, injustice, donc ne pas y arriver, trajectoire d'impuissance, une marque de mépris social. Cette marque peut être complètement détachée presque de... Elle peut être petite, mais ça vient rendre visible l'ensemble du système dans lequel on vit et ça déclenche une colère sociale. Et donc, c'est toujours la colère à deux ressorts. C'est la rencontre d'un sentiment d'impuissance dans les trajectoires, avec justement tout ce que je vous exprimais sur la tension existentielle, et dessus, une marque de mépris. Et cette marque de mépris va faire passer le discours, et on le voit très fortement dans les entretiens, le discours de ce qui est acceptable, parce que la frustration est considérée presque comme inadmissible. On passe dans le registre du trop, on passe dans le registre du inadmissible. Et la colère est la réaction à ça. C'est une forme de désadhésion par rapport à ce qu'on vit et c'est une brèche politique de refus, c'est une dynamique de refus, de refuser justement cette marque de mépris qui rend visible aussi souvent un ennemi, même si c'est pas toujours le bon, mais qui rend visible un ennemi et qui permet justement de se désengager et de se protéger soi par rapport à la violence de ce qui est vécu. On peut peut-être changer de diaporama. Merci. Et que la question, c'est que une fois que cette colère est née dans les trajectoires, que devient-elle? Et donc, quand on suit les chemins de la colère, parce qu'elle est exprimée, mais se révolter, oui, on voit par exemple une énième lettre de refus. Mais se révolter contre qui? Et toute la difficulté de la colère vécue aujourd'hui, c'est que effectivement, c'est pour ça qu'arrive la question du système, mais c'est que effectivement, elle n'a pas facilement d'exutoire facile. Et la colère sociale, elle s'exprime pas forcément contre un individu proche, mais elle va s'exprimer justement contre une entité plus large, contre laquelle on veut s'adresser, que ce soit, on a déjà dit, éducatif, police, etc. On sent bien que là, on s'adresse à plus gros que soi. Et donc, elle n'a pas d'exutoire facile. Et c'est là toute la difficulté de la colère sociale, qui pourtant est une émotion prégnante au sein des récits des jeunes générations. Elle est vraiment prégnante. J'ai eu des entretiens avec peu de colère, mais c'est vraiment très rare à l'échelle de mes 150 récits de vie. Que devient-elle? Au début, il y a un processus, justement, comme on ne peut l'exprimer, il y a la plupart du temps un processus d'incorporation. Parce que justement, on est seul face à cette colère, on n'a personne pour l'exprimer facilement. Et donc, certains vont avoir des ressorts d'engagement, d'action, par exemple, changer de vie, d'autres qui vont s'engager dans la politique, dans le social, individuellement. Mais toujours, il y a cette idée d'incorporer. Puisque comme on ne peut pas l'exprimer, il y a une incorporation. Il y en a même certains qui expriment que leur colère, ils vont se scarifier. Ils vont retourner ça contre eux. Mais il y a l'idée d'incorporation. Donc parfois, elle est incorporée, un changement de vie bénéfique, par exemple une bifurcation, et elle est passée, elle devient dépassée, justement. Mais c'est un peu cyclique. Il y a des phénomènes très fréquents de sédimentation, notamment pour les colères de discrimination, et puis pour celles qui sont sur le marché du travail également. L'idée que, en fait, le cycle va se répéter, et qu'on va revivre même si ce n'est pas un cycle déterminé, mais on va revivre des étapes de frustration, des marques de mépris qui vont faire que la colère, elle se sédimente. Ça peut donner lieu à des bifurcations radicales, à des scissions individuelles. Et la plupart des colères que j'ai rencontrées dans les récits de vie ne se collectivise pas, donc ne arrive pas à passer, ne peut se passer du jeu au nous. C'est jeu contre un système, et donc c'est une nécessaire incorporation face à cette difficulté de lutter contre plus gros que soi. Et donc soit des scissions individuelles, soit des incorporations, soit des bifurcations, mais à chaque fois la réponse est individualisée. C'est-à-dire que la plupart sont dans un mode de régulation où en fait c'est eux qui font le travail d'absorption de cette émotion sociale. Et dans des rares cas, finalement,
oui, certaines colères arrivent à se collectiviser. Elles se collectivisent avec une forme de renoncement, parce que qui dit nous et vous dit qu'en fait on va se structurer sur un certain discours saillant qui permet de collectiviser la colère. Et donc nous, c'est quand on peut justement sortir de son propre isolement social, pas forcément en termes de lien, mais en termes de réflexion, de positionnement politique, pour se rendre compte qu'on n'est pas seul à vivre ça. Et donc, il y a la première étape de la construction d'un nous, qu'on a vu par exemple dans MeToo, qui a été très forte, c'est l'idée de résonance. Je ne suis pas seule à vivre, qui permet de voir davantage, justement, d'élargir l'horizon structurel et de voir davantage, de politiser sa propre expérience. Et la politisation dans l'espace public, c'est souvent avec un vous. Et donc, ces colères peuvent se canaliser dans ce rapport de force, nous-vous, qui permet de sortir du jeu contre le système, qui est en fait une relation impossible. Et donc, le nouveau permet de canaliser. Et donc, quand le vous ne répond pas, ou quand le vous rajoute des marques de mépris, il y a des phénomènes de radicalisation aussi. Donc, pas forcément, je ne parle pas forcément des radicalisations violentes, mais il y a des phénomènes de radicalisation politique que je vois aussi chez certains discours militants, et l'idée que de toute façon, pour se faire entendre, il faut radicaliser sa parole, ses actions. Et donc là, il y a tout un chemin politique de la colère qui explique en partie, sans aucune prétention d'expliquer l'ensemble, mais les phénomènes de politique, de vote, etc., qu'on voit chez les jeunes générations. Notamment l'abstention, donc faire scission, se retirer, ne pas accepter d'aller, l'abstention volontaire, elle n'est pas toujours signe de colère, parfois c'est un signe de retrait simple, mais l'abstention volontaire que je vois beaucoup dans les entretiens, donc l'effet de refuser de cautionner le système, et les polarisations des votes vers les partis qui se disent justement anti-système, qui se construisent vers les nous et les vous, et qui refusent et qui désignent les partis plus centraux, plus classiques, comme justement faisant partie du système. Et on voit que dans beaucoup de pays, États-Unis, Canada, France, les votes des jeunes donc non seulement sont marqués par une forte abstention, et pas uniquement un effet d'âge, un effet de génération également qui a été montré, et une forte polarisation des votes vers, donc notamment les discours plus radicaux de gauche, et dans une moindre mesure les discours plus radicaux de droite. Je voudrais juste, pour terminer, parce que aller vers justement des exemples, des discours. Alors, là, par exemple, c'est un jeune homme de 27 ans, donc de Dunkerque, et qui exprime justement sa colère avec cette idée du système. Tu te sens en colère? Ah oui, je suis en colère. J'ai un réservoir de colère. Un réservoir? Oui, ma colère, elle est enfouie là. Il frappe du poing sur son cœur. C'est pas de la colère, c'est de la rage. Parce que je vis pas, je survis. Un jour, tu vas là, un jour, tu vas là. Donc, l'idée de déprise. Tu es écrasé par le système. Je fais tourner la roue, comme on dit. Je fais tourner la roue. On galère pour s'en sortir. Et sinon, en général, tu vas voter? Oui, moi, c'est Marine Le Pen. Pourquoi? Qu'est-ce qui te plaît en elle? Direct, c'est la seule qui peut donner un bon coup de pied dans la fourmilière, bouger là-haut, faire éclater le système. Elle parle pour nous, en fait. Donc là arrive l'idée du nous, donc d'une colère qui va se collectiviser dans un nous contre eux. C'est qui nous? Nous, c'est les petits, enfin ceux qui sont vus comme petits. Donc là, on a justement, même si c'est un exemple parmi beaucoup d'autres, et que le vote que l'on sait assez important chez les jeunes pour Marine Le Pen répond à de multiples ressorts, là, on en voit un qui est justement clairement dans la canalisation d'un sentiment de déprise. Un jour, tu vas là, un jour, tu vas là. Tu es écrasé. Donc, écrasé comme un individu et qui va dans le bon coup de pied dans la fourmilière, entre guillemets. Donc, le nous contre le eux. Le E, donc bouger là-haut. Le E, c'est là-haut. La fourmilière, là-haut, faire éclater le système. Donc les petits contre les grands. Les petits en bas contre là-haut. Donc là, c'est clairement une désignation d'un ennemi, canalisation de la colère vers un ennemi d'un système vu comme le pouvoir, la puissance politique. Voilà. D'autres, peut-être, je vais passer à un autre. Oui, donc là, il y a aussi... Merci. Il y a aussi tout un discours de retrait, justement, du politique institutionnalisé. Bon, c'est des choses très connues, je ne vais pas insister dessus, mais l'abstention volontaire, c'est important parce qu'elle est forte chez les jeunes, et puis ça veut dire qu'on n'entend pas aussi les votes, qu'on n'entend pas la voix, la parole, donc c'est important d'aller travailler dessus. Et en tout cas, ce qui m'a frappé, et ça a été montré par d'autres également, c'est l'extension de
la notion de politique, c'est-à-dire qu'il y a une dialectique, notamment chez les jeunes diplômés, mais pas uniquement. L'idée que le politique, il ne se joue plus dans le politique représentatif et que le politique est ailleurs. Et donc l'idée que quand le macro, on est impuissant face au macro, on devient puissant dans ses vies et donc une réancrage du politique vers quelque chose de plus brut, direct, quotidien. Et donc celle dont je vais vous parler, elle est française d'origine, elle vit à Montréal. Et tu te sens comment par rapport au vote? Donc elle vit elle a un mode de vie assez bohème. Elle s'est fait chasser de son appartement, donc elle est très en colère contre les inégalités en particulier. Bon là, elle a une situation stable. Et tu te sens comment par rapport au vote? Ah, moi je vote pas. Tu votes pas? Non. Ah non, ça ne m'intéresse pas, je suis désaffiliée. En fait, je suis désillusionnée totalement sur l'idée. Sérieusement, ça ne me dit pas. Je pense que le changement social ne doit pas se passer là, le changement politique non plus. Pour moi, le politique, il n'est pas là. Il n'est pas dans le politique institutionnalisé. Et c'est là où donne quelque chose qui est assez émergent, que j'entends beaucoup. Il est où? Il est ailleurs. Il est dans nos vies. Il est dans chaque chose qu'on fait. C'est quotidien. Moi, je n'ai pas envie de théoriser sur un monde meilleur. Hein. Il faut le faire vivre. Il faut que ce soit là. Il faut que nos rapports sociaux ils soient différents, tu vois. Je veux dire, mettre un papier dans une urne et puis penser que je fais du politique parce que je vote une fois tous les 3 ans ou tous les 5 ans. Non, il faut que ce soit là. Il faut que ce soit quotidien. Ça doit être ton rapport au monde, ton rapport à tout, quoi. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est une recontextualisation de politique à l'échelle locale, individuelle, personnelle, qu'on voit aussi dans une moindre mesure par la personnalisation de petits discours dans les mouvements collectifs, mais une forme d'individualisation du politique au nom justement du rejet du politique plus représentatif. Voilà, et il est déjà 20, donc on peut changer de diapo, mais mentionner qu'il y a une concurrence des colères, et donc là on refait la boucle aussi avec les colères visibles et invisibles. Si on résume, il y a plusieurs narratifs, discours narratifs de la colère, plusieurs récits en fait, de la colère, et qui sont en grande partie liés de là où on se situe dans la société, et donc des épreuves vécues. Et les colères qu'on entendait le plus, et celles finalement que j'ai analysées beaucoup, c'est des colères de la dépossession. Et donc c'est des colères davantage d'inclus. Elles sont portées par ceux qui sont qui se situent davantage au cœur de la société, avec une rhétorique souvent développée, qu'elle se porte sur des trajectoires économiques, etc., mais sur la trahison illégitime. Donc, ma perte est illégitime. Donc, il faut restaurer ce qu'on m'a promis. Donc, cette idée justement d'une dépossession qui légitime un combat, et souvent public d'ailleurs. Il devient plus facilement public ce combat-là. Colère des inclus, et donc combat qu'il faut qu'il faut défendre. Mais il y a des rhétoriques qu'on entend moins et qu'on entend beaucoup dans les parcours de vie. Par exemple, celle de l'usure. Donc, c'est plus des gens qui se situent aux marges, qui peinent à s'insérer, par exemple, après beaucoup d'efforts. Et donc, rhétorique de colère, une colère d'usure, c'est l'accumulation, une sédimentation qui dure très longtemps, de la frustration, de la colère, et donc une incorporation longue de trajectoires. Et là, l'usure est très présente dans les discours des jeunes, presque plus que la dépossession, paradoxalement, qu'on entend plus dans l'espace public. Et donc, la rhétorique des efforts vains. Je fais des efforts, mais ça ne sert à rien. Donc, l'inutilité. Et là, avec la pandémie, on peut penser que ces colères d'usure risquent de s'accentuer. Et enfin, on a des colères aussi très fortes qui se transmettent en plus générationnellement. C'est les colères de rejet ou de discrimination. Et là, donc c'est beaucoup plus présent chez les gens racisés. Parfois aussi la colère portée des femmes face à certaines agressions, etc. On entend l'idée d'une différence indépassable. Donc l'idée justement qu'on a beau faire tout ce qu'on peut, c'est indépassable, c'est irréductible, c'est une donnée. C'est une donnée de sa propre vie. Et donc là, ça entraîne aussi des trajectoires d'accumulation. Ces colères aussi de rejet peuvent se collectiviser. Par exemple, on l'a vu avec Black Lives Matter. Et donc l'idée de lutter, et que face à cette différence indépassable, la seule solution, c'est de montrer le système à tout le monde. Et donc, c'est des mouvements comme MeToo ou Black Lives Matter qui vont justement vouloir visibiliser, quand ils se collectivisent, vouloir visibiliser l'ensemble du système et des discriminations vécues. Et donc, dans l'espace public, on en entend certaines, mais il y a aussi des critiques souterraines, donc notamment celles d'usure, mais pas uniquement, celles de rejet également, qui peuvent être très souterraines, et en plus qui sont en concurrence, puisque aujourd'hui, dans l'espace public, on entend beaucoup de discours de colère, et pas que des jeunes d'ailleurs. Et donc, en fait, il y a l'idée en ce moment de pouvoir parler plus fort pour se faire entendre, ou comment avoir la meilleure stratégie pour pouvoir faire entendre
ces colères, et puis celles qui restent complètement souterraines et qui vont se traduire davantage par de la scission individuelle. Et pour terminer, j'arrêterai là parce que j'ai été longue. Je termine là-dessus. En fait, pour dire que voilà, tout ce que j'ai étudié, je l'ai déjà dit, mais c'est avant la pandémie. Et c'est sûr que la pandémie, alors que j'étais en train de rédiger mon livre, vient à faire un choc historique, un fait social total sur les jeunes générations. Et en même temps, je vois que sur la question des colères, sur la question des épreuves vécues, il y a certaines dynamiques qui risquent de s'accentuer. Et donc, il est important de comprendre aussi où on en était par rapport à toutes ces questions-là et aussi à la conscience générationnelle. Est-ce que justement la pandémie va créer une vague beaucoup plus forte encore que celle de 2008 qui avait commencé à construire une conscience générationnelle ou pas? Est-ce qu'au contraire, le fait que ça accentue les inégalités intragénérationnelles tellement fort entre ceux qui vont pouvoir s'en sortir et puis ceux qui risquent de décrocher, est-ce que ça va tendre les questions à ce niveau-là et quelles colères vont rentrer dans l'espace public? En tout cas, ce que je peux dire, c'est que la conscience de génération, telle que je l'ai vue, c'est presque un privilège de classe, dans ce sens-là que développe l'idée d'une conscience de génération internationale ou d'une conscience de génération avec l'idée d'une injustice vécue, surtout ceux qui ne vivent pas d'autres injustices structurantes. Et donc, par exemple, la conscience de génération est très peu développée chez des jeunes qui ont développé des formes de discrimination autres sur le marché du travail, etc. Donc c'est une conscience qui est déjà assez fragmentée. Mais on voit que la voie générationnelle commence à pénétrer le discours public. Et donc, en tout cas, si je termine sur un mot, c'est de faire attention non seulement à ce qui exprimait les colères plus visibles, mais aussi d'avoir en tête qu'il y a des colères et il y a des critiques et des frustrations extrêmement souterraines qui vont aussi se radicaliser. Et donc, il faut faire attention aussi à ces épreuves invisibles. Voilà, je vais arrêter là et désolée, j'étais un petit peu longue. Merci beaucoup pour votre écoute, y compris par écran interposé, ce qui est encore plus dur, je crois, qu'en face à face. Merci beaucoup. Merci infiniment, Cécile, pour tout ça. C'était vraiment très passionnant. Comme prévu, on a, et en tout cas j'ai appris plein de choses, et aussi tout l'intérêt de faire des présentations Teams debout. Je trouve ça vraiment très bonne idée. Je pratiquerai. J'ai plein de questions, mais sans attendre, je pense qu'on va tout de suite céder la parole à Solène et Gaspard, les mousquetaires, qui ont également des questions pour vous. Solène. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Cécile Vandevelde, pour votre présentation complètement passionnante à plusieurs niveaux, personnels et académiques. Alors moi, j'ai une question très rapide. Ma première question va porter sur la famille, puisque moi, j'étudie donc la parentalité au sein du projet. Rapidement, dans un article en 2015, vous avez posé la question: face à la crise, la famille va-t-elle devenir une valeur refuge en Europe? Et donc, avec les éléments que vous nous avez apportés aujourd'hui, avec cette colère des générations qui peut s'exprimer directement, en fait, des enfants aux parents, et avec l'idée que vous avez ramenée avec Margaret Mead de cette ascension des valeurs des enfants aux parents, notamment des questions écologiques, eh bien, je vous pose en fait votre propre question. Qu'est-ce que vous pensez de la famille? Est-ce que vous pensez que son statut et que cette valeur est devenue une valeur refuge en Europe, notamment entre les deux distinctions que vous faites entre la famille première, comme vous avez bien dit, et la famille à construire qui semble de plus en plus difficile? Et ma deuxième question porte en fait sur le genre, puisque à vous écouter et à vous lire, en fait, on ne peut que faire des parallèles avec les mouvements féministes, et ce depuis beaucoup d'années, où la colère est très présente et où la colère a une dimension très genrée, puisque très rapidement, une femme en colère, on peut la traiter d'hystérique, alors qu'un homme en colère, tout de suite, on rejoint des notions de justice, d'égalité, etc. Et donc, je me demandais si vous aviez observé des notions genrées dans vos terrains différents. Est-ce que vous avez pensé aussi à ces liens qui pouvaient être faits? Alors, je sais que vous l'avez un tout petit peu fait dans votre présentation, notamment avec le rejet et la colère des femmes. Voilà, je me demandais tout simplement qu'est-ce que vous pensiez aussi. Et là, je reprends une question qu'on avait discutée avec Véronique notamment sur cette notion des messages en fait qui sont transmis par les jeunes. Vous parlez des discours qui sont de plus en plus individualisés, qu'on parle d'une expérience personnelle, une expérience de vie avec des émotions fortes. Et ça, toutes ces pancartes, en fait, c'est des pancartes qu'on retrouve aussi dans les mouvements féministes depuis assez longtemps.
Oui. Et donc, je me demandais si vous aviez pensé voilà, à ce parallèle et qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je réponds tout de suite ou... Oui, je vous laisse répondre, Cécile. Ok, bah, merci beaucoup Solène pour ces questions passionnantes. Alors sur la première, la famille, oui, valeurs refuge. On voit déjà qu'elle est valeurs refuge parce que les dernières enquêtes sur la solitude de la Fondation de France donnent certains indicateurs et montrent qu'en fait il y a une augmentation de l'isolement relationnel, mais que la famille reste, et notamment aussi avec la pandémie, parce que ça a poursuivi pendant la pandémie, reste une valeur refuge en termes de liens. Et donc, tous les liens intermédiaires depuis 10 ans tendent à diminuer, en tout cas leur quantité, parce que c'est une mesure sur la quantité, pas la qualité, mais la famille reste un socle fort, et on voit aussi dans les valeurs européennes. Donc oui, en termes de liens émotionnels. Maintenant, en termes de liens de solidarité, je crois que, alors c'est une hypothèse, hein, ça n'a rien de... Mais ce que j'observe en tout cas, c'est que les solidarités familiales ont déjà été poussés à leurs limites. C'est-à-dire que ce que j'observe, alors je parle des liens intergénérationnels, moins sur la parentalité, mais justement la frustration d'une parentalité qui recule et puis qui devient incertaine, ça c'est important, même chez des gens qui disent qu'ils ne veulent pas forcément de construire de famille. Mais le fait que ça devienne incertain, c'est un point saillant de frustration. Sur les liens entre générations, c'est vrai que je crois que la décennie 2010 a entraîné une augmentation de la solidarité entre parents et jeunes adultes, on le sait. Et quand on regarde comment c'est vécu, c'est quand même vécu comme venant heurter de front la norme d'autonomie, ce qu'on accepte parce que les enjeux sociaux, les enjeux économiques sont tellement lourds qu'on accepte ce renoncement-là, et puis cette attente, parce que c'est vécu sous l'ordre de l'attente, et l'attente est acceptée parce qu'on se dit qu'elle est transitoire. C'est quand elle se prolonge que ça devient vécu comme un temps mort, un temps intermédiaire. Et je crois qu'elles ont déjà été poussées à leurs limites, que ça va être réactivé, mais que j'ai l'impression que le déséquilibre l'équilibre était très précaire. On verra, mais je crois que, bien sûr qu'elles vont, vu que la pandémie vient comme une intériorisation d'un choc inédit. Donc je crois qu'effectivement, ça va légitimer la réactivation des solidarités, mais que ça ne va pas être sans conséquence sur les épreuves vécues, la façon de l'apercevoir, comme un énième signe de la situation d'attente dans laquelle on subit et dans laquelle on est enfermé. Et puis les inégalités aussi intra, parce que il y a de plus en plus, là j'ai été très frappée, c'est que les jeunes sont conscients des inégalités que la famille donne. Alors que dans les années 2000, c'était plus intériorisé, conscient d'un privilège. Mais effectivement, là, je crois qu'on a poussé déjà aux limites. Ça va arriver à saturation. Voilà. Bon, c'est une petite réponse, mais voilà. Et puis, sur le genre, oui, ça m'intéresse énormément. Alors, je n'ai pas fait d'enquête spécifique sur MeToo, mais ce que je peux voir dans les colères féminines, c'est qu'effectivement, bon, elles sont plus source de culpabilité dans les discours, et elles sont plus en termes... En fait, les jeunes femmes ont tendance, par exemple, à porter des colères générationnelles moins fortes en tant que jeunes, parce qu'elles se réfèrent aussi au modèle de la propre mère. Donc, par rapport à sa mère, on a quand même réussi, c'est pas si terrible. Donc, il y a une forme de légitimation par rapport à une filiation féminine, mais les colères en tant que femmes sont très présentes. Notamment, alors j'ai vu quand même une différence, et il faut reconnaître, dans les derniers entretiens que j'ai faits par rapport aux entretiens d'avant, où c'était relativement caché, donc la question d'une trajectoire genrée, d'avoir été subi des violences, qu'elles soient sociales ou qu'elles soient physiques, en tant que clair du mouvement MeToo, non seulement dans les entretiens, c'est plus apparent, et puis ça, c'est plus créateur de révolte. Voilà. Mais on est encore à l'idée de s'exprimer, la parole. La parole. Voilà, il y a moins de choses sur... Ouais, c'est l'étape. On est à l'étape de créer un nous, créer une résonance, et donc d'accéder à la parole. Mais oui, je crois que ce serait... Malheureusement, j'ai pas... mais je crois que c'est à pousser, parce qu'il y a même des choses très proches sur le... protéger les générations futures, même la dialectique mise en place est très proche, la notion d'urgence. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour ce super échange, Gaspard.
Oui, je suis là. Alors, bon, d'abord, merci pour votre présentation. C'était super riche et super éclairant. Ensuite, désolé de ne pas pouvoir activer ma caméra, mais dès que j'active ma caméra, Teams se met à me déconnecter d'Internet. Enfin, je dois rallumer mon ordinateur, etc. C'est tout un bazar. Et donc, voilà, désolé, ce sera sans mon visage, qui par ailleurs est très beau. C'est vraiment bête. Euh, Donc, je ne vais pas vraiment vous poser de questions parce que malheureusement, vous avez répondu à plus ou moins toutes mes questions au fur et à mesure de la présentation. Donc, je vais juste essayer de revenir sur quelques remarques et quelques points que j'ai trouvé particulièrement intéressants. Le premier, ça concerne donc cette typologie que vous dressez hein, au sujet de cette peur d'être dévié. Et cette peur qui provient d'un hiatus entre une injonction à l'autonomie et l'impossibilité matérielle de s'y conformer. Et donc cette peur de ne plus être soi, que la société détourne les jeunes, j'ai envie de dire nous, détourne d'eux-mêmes, puisque je suis moi-même jeune. Et donc vous l'aviez dit, hein, vous identifiez ces trois types de la déviation, hein, la conversion de soi, ce qui revient à jouer le jeu, la figure du retrait et la figure de l'alternative. Alors, moi, il y a vraiment un point sur lequel je voulais insister, c'est qu'on retrouve dans ces jeux de langage finalement très rousseauistes du bon individu contre la mauvaise société, une inquiétude qui s'exprime dans les mêmes termes, en fait, par-delà les différentes aires géographiques et culturelles. Et donc ça, je trouve que c'est particulièrement intéressant parce que ça permet de montrer finalement une certaine uniformité du monde social, une certaine cohérence contre une sociologie qui trop souvent pointe vers des particularismes sociologiques ou voilà, de revenir à des descriptions très locales et dire voilà, c'est très propre au contexte. Voilà, je trouvais ça particulièrement intéressant, parenthèse fermée. Ensuite, bon, voilà, ma question, c'était, je me demandais si vous étiez inspiré de la typologie d'Hirschman. Alors, vous avez dit que oui, donc voilà, question suivante. Il y a un auteur belge, Guy Bajois, de l'Université catholique de Louvain, qui avait critiqué la typologie d'Hirschman en lui adjoignant la catégorie de apathie, en disant, voilà, ça rejoint un peu finalement cette figure du loyal critique, hein, c'est celui qui se plie au système, mais qui le critique, qui est dedans, mais quand même en colère contre celui-là. Alors, je voulais aussi vous entendre peut-être sur ces jeunes qui réalisent et se réalisent dans cette injonction à l'autonomie. Donc je suppose que vous l'avez écarté d'emblée de votre enquête puisque vous vous intéressez à la colère des jeunes, mais qu'est-ce qui se passe pour ces jeunes pour qui ça marche en fait? Je pense notamment aux digital nomades parce qu'on a pu avoir l'occasion d'en discuter avec Jean-Pierre et d'autres collègues du centre. Voilà. Et donc ça, c'est voilà, les jeunes pour qui ça marche, quoi. Et ensuite, ma toute dernière question, et je vais passer très vite dessus parce que le temps file. Donc, dans un article de 2015 qui s'intitulait « Les voies de l'autonomie, les jeunes face à la crise en Europe », vous parlez de la spécificité des sociétés scandinaves qui, grâce à leur État-providence fort, semblent finalement fournir aux jeunes une certaine protection. Les jeunes Danois, notamment, se sentiraient plus protégés. Je me demande, qu'en est-il finalement 5 ans plus tard, sachant que l'une des figures mondiales de la contestation de ces dernières années, c'est Greta Thunberg. Et je fais un petit clin d'œil à Alain au sujet du fort accent mis sur l'autisme de Greta Thunberg. Je me demandais si on assiste à un changement de valence de la paix sociale chez les Scandinaves par rapport à votre enquête antérieure. Et voilà, je me demandais pourquoi vous n'en faisiez pas du coup mention dans votre article, le dernier article en date sur les mots de la colère. Et voilà. Okay. Et désolé d'avoir parlé si vite. Pas de problème. Merci beaucoup. C'est beaucoup de questions très intéressantes. Alors, si je reprends dans l'ordre... Ah oui, l'apathie, le modèle d'Hirschman et l'apathie. Alors oui, il faudrait que je refasse davantage. C'était plus un point de départ et je n'ai pas situé en fait encore mes résultats mis en discussion avec le modèle d'Hirschman. Ce que je peux dire, c'est que
finalement, pour moi, les loyaux critiques sont ceux aussi qui vont aller vers la voice. C'est que finalement, dans les parcours de vie, ceux qui vont adhérer à des formes de collectivisation de la colère, c'est souvent, pas uniquement, mais c'est souvent des loyaux critiques également. Donc les catégories, si on les regarde temporellement, finalement peuvent fusionner. Alors sur l'apathie, il faudrait que je vois je connais les travaux de Guy Bajois, mais c'est vrai que je les ai pas réactivés récemment. Sur l'apathie, il faudrait que je vois exactement à quoi il correspond. Bon, le mot me paraît complexe, je préfère peut-être retrait ou silence, parce que apathie, ça sous-entend peut-être une norme de comportement, de non-action, qui, en fait, souvent, par exemple, chez ceux qui sont silencieux ou qui ne vont pas exprimer dans l'espace public ou dans le vote leurs propres critiques, peuvent réinvestir le politique ailleurs. Donc l'apathie est complexe, elle justifie que le mot même pose la référence sur le centre et l'expression. Donc, il faudrait que je vois exactement à quoi ça correspond, mais effectivement, j'ai rencontré des formes de retrait politique assez forts, donc l'apathie serait un modèle assez important. C'est vrai que ce que j'ai fait, c'est plutôt de regarder les chemins, donc je me suis concentrée sur les étapes d'expression, de collectivisation ou d'individualisation de la colère. Et donc, à moi maintenant, merci pour cette invitation à rediscuter avec les théories existantes sur ces phénomènes d'expression finale de la critique et de la colère. Donc, merci. Je vais y réfléchir. Alors, pareil, il faut que j'y réfléchisse sur la question... Ah oui, je voulais réagir aussi sur le global et le local. Alors, effectivement, j'ai mis l'accent sur ce qui se passe de commun. Et ce n'est pas si facile à articuler. Je sens bien que se développent certaines tendances communes, certaines épreuves communes, et qu'après, elles se déclinent. Et donc, pour moi, c'est tout un raisonnement comparatif ce qui est difficile, c'est de le transmettre, à la fois de transmettre les tendances communes et de montrer les différences, notamment par société, par genre. Ça fait une dynamique d'articulation qui est multiple et donc qui nécessite un travail d'écriture particulièrement, je trouve, comment dire, un travail de finesse d'écriture qui est un enjeu, qui est un challenge pour moi. Voilà, mais merci pour la remarque. Et c'est vrai que d'équilibrer les deux, d'articuler les deux, c'est la voie vers laquelle je m'engage et que je trouve intéressante aussi. Merci. Ensuite, ah oui, ceux qui n'ont pas de colère. Oui, il y en a qui n'ont pas de colère. Alors, dans mes enquêtes, ils sont minoritaires. Est-ce qu'ils n'étaient pas intéressés pour faire un entretien ou est-ce que je les ai moins, par la structure d'échantillon, je les ai moins atteints? C'est tout à fait possible. Mais j'ai pu voir aussi chez des cadres ou des gens qui avaient l'air effectivement très bien insérés, très privilégiés, qui se disaient d'ailleurs privilégiés, ces phénomènes de dissociation de soi et de quête de sens dont je parlais. Donc, ce n'est pas parce qu'ils sont effectivement au cœur qu'ils n'ont pas soit des révoltes, soit des formes de dissociation, soit des formes de mise à distance. Et alors, c'est sur 150 entretiens, ça n'a rien de représentatif. Oui, il y a des gens qui sont contents de leur statut et qui ont réussi à trouver le sens. Et donc, ils se sentent en jonction, qui n'ont pas ces phénomènes de dissociation, de difficulté de mise en coïncidence. Mais dans leur parcours, c'est les mots qu'ils emploient. C'est qu'ils ont été rechercher ça. C'est là où, quelque part, effectivement, ça conforte aussi l'épreuve vécue, donc une épreuve socialement structurée, mais individuellement vécue, comme dirait Martuccelli, mais que, effectivement, cet enjeu de se mettre en coïncidence et donc de limiter les renoncements est un enjeu transversal du devenir adulte aujourd'hui, même chez ceux qui, finalement, arrivent à dépasser. Par exemple, souvent, il y a des bifurcations ou des choix très forts sur ces questions-là. Ah oui, Greta Thunberg. Oui. Greta Thunberg, les Scandinaves. Là, l'enquête que j'ai faite, alors que c'est vrai que j'avais été très intéressée par le modèle danois dans mes premières enquêtes, n'a pas eu lieu dans les modèles scandinaves. Donc, j'ai moins suivi, je sais en suivant de plus loin que finalement le modèle se libéralise beaucoup. Et que les jeunes vivent aussi des trajectoires qui peuvent être associées à l'idée d'usure ou à l'idée de dissociation de soi. Pour autant, effectivement, la question environnementale qui prend de la place, elle prend de la place pas uniquement
effectivement, dans le discours au milieu scandinave. C'est pas un hasard si Greta Thunberg, adolescente, arrive, ne serait-ce que son genre, son âge, la figure qu'elle véhicule d'icône, elle véhicule aussi quelque chose de la pureté. Et ça fait énormément résonance chez les jeunes que je peux interroger sur cette idée d'un discours vrai, l'incompréhension qu'elle soit critiquée, qui revient beaucoup dans les entretiens. Donc elle arrive, elle est très mentionnée, et comme justement un modèle de politique plus transparent, plus direct, sans langue de bois, et c'est ça l'aspiration, et elle cristallise certaines aspirations des jeunes. Voilà, mais il faudrait que je retourne effectivement dans les pays scandinaves pour approfondir ces questions et voir ce qui évolue et comment elle canalise ou pas des critiques. Donc merci beaucoup pour les questions, et ça va me faire, tout comme celle de Solène, là, ça va me faire cheminer. Merci. Merci à vous. Super, merci beaucoup pour tout ça. Il nous reste un bon quart d'heure. Donc surtout, n'hésitez pas à lever la petite main si vous avez des questions à poser à Cécile. J'en ai une toute petite. Je me demandais, je te cède la parole tout de suite, Émeric. Je me demandais, du point de vue des personnes que vous avez interrogées, comment dire, quelle forme d'investissement émotionnel, si je puis dire, est-ce qu'il y a de l'émotion même de colère, en quelque sorte? Je pense à ça parce que si on regarde un petit peu, c'est un tout autre terrain, évidemment, mais la littérature enfantine, par exemple, on voit à quel point c'est un terme par rapport auquel on sent qu'il y a des tiraillements. À la fois, c'est perçu comme étant quelque chose de naturel, mais c'est aussi perçu comme étant quelque chose à canaliser. Hein. Je pense à tous ces trucs sur le livre de la colère. Alors, on va apprendre, en fait, à passer au-delà de la colère. Et donc, je me demandais ici, dans quelle mesure est-ce que, si ça correspond à une réalité, hein, bien évidemment, il y avait une réflexivité sur l'idée même de colère. Est-ce qu'elle est vécu ou pensé comme étant quelque chose qui peut mener à l'action, qui est une forme d'action, ou qui au contraire, enfin, peut-être pas au contraire, mais dans le même ordre d'idées, serait vécu comme un sentiment légitime, justement parce qu'il est perçu comme étant illégitime, par exemple par ceux qui pourraient disqualifier cette colère étant eux-mêmes dans le système. Enfin voilà, ma question n'est pas très claire, mais je trouve qu'il y a sans doute des parallèles intéressants à faire par rapport à d'autres scènes ou d'autres lieux où la colère n'est pas forcément investie de la même façon. Oui, merci beaucoup, c'est très intéressant. Et c'est vrai que dans toute la littérature, en sociologie, il n'y a pas encore grand-chose sur la colère, ça vient, mais et en sciences sociales, en psychologie sur la colère, c'est une émotion très ambiguë, parce qu'elle est à la fois codée comme justement négative, émotion négative, réactive, défensive, pouvant mener à la violence. Et il y a toute la littérature de criminologie, par exemple, que j'ai commencé à investir sur la colère, mais c'est la colère justement très codée, colère masculine, liée à la violence, l'agressivité. Et il y a d'autres pans de littérature qui en font comme un ressort de l'action. Et on voit que de toute façon, même notre image à nous, si on regarde dans la littérature, la colère, c'est une émotion profondément ambiguë. À la fois ressort d'action qui peut être codée, par exemple, la colère dans les mouvements progressistes, etc., comme vecteur de changement social ou de transformation de soi, et à la fois comme extrêmement négative quand elle nous dérange. Quand elle vient, donc c'est très, très ambigu. Et dans les récits, il y a les deux. Il y a la colère qui consume, qui fait mal. Et donc, j'ai beaucoup d'entretiens sur des... Alors, ils en parlent très explicitement, par exemple, là, j'ai en mémoire une qui parle du travail d'acceptation de sa colère. Donc, c'est une femme, une jeune femme noire à Montréal qui a vécu des fortes discriminations, mais au début, elle trouvait justement que c'était comme une donnée et qu'elle ne remettait pas en cause. Et peu à peu, toute sa trajectoire, c'est une trajectoire d'éveil. D'abord, l'éveil, se rendre compte de ce qu'elle vit, donc cette mise en visibilité du système et se situer soi-même dans un ensemble social et comprendre les dynamiques de pouvoir qui sont à l'œuvre. Donc, elle a toute cette trajectoire d'éveil. Et sa deuxième trajectoire,
parce qu'elle se sent illégitime. Et elle explique qu'à posteriori, elle sait combien elle était en colère depuis l'enfance. Depuis qu'on lui a dit qu'elle n'aurait pas les mêmes, qu'il fallait qu'elle fasse attention, qu'à la récréation, on lui a fait des remarques, etc. Elle dit qu'en fait, elle est en colère depuis l'enfance, mais que c'était en sommeil. Et que sa trajectoire, c'est d'accepter, de légitimer sa colère. Elle dit qu'elle n'a pas eu d'adolescence parce que justement, selon elle, donc elle code ça comme une adolescence de jeune femme noire, elle avait un devoir de perfection qui faisait que, c'est ce que disait Solène aussi sur les colères féminines, et puis qu'elle devait être parfaite et complètement intérioriser sa colère. Elle dit que ça se manifestait autrement. Elle met justement en valeur des choses corporelles, des phases un peu de burn-out, des choses comme ça, et peu à peu, sa trajectoire, c'est accepter sa colère et accepter la force motrice. Parce que d'autres vont dire, elle me consume, ma colère, elle me fait trop mal. Donc, ils vont vouloir justement l'incorporer, la faire taire, la silencer, je pense la rendre silencieuse, enfin, l'effacer. Mais la colère, c'est une énergie sociale. Et alors, c'est ponctuel, c'est ça qui est très spécial quand on travaille sur la colère, c'est que c'est ponctuel et oscillatoire. C'est qu'on va avoir une phase de révolte, de colère forte, et nécessairement, puisqu'elle produit du mal-être, il va y avoir des phénomènes soit d'incorporation, soit d'expression pour la sortir. Mais oui, c'est une émotion profondément ambiguë qui peut consumer ou être moteur d'action. Et il y a aussi des entretiens de gens qui ont, face à des colères vécues, des sentiments où justement ils n'étaient plus à leur place, ils ne se sentaient plus à leur place, ils ont bifurqué. C'est quand même une réponse assez fréquente. Bifurqué pour justement remettre en coïncidence sa vie et qui se sont engagés par exemple socialement, mais qui au bout d'un an ou deux ont retrouvé cette colère et qui en fait ne veulent plus y répondre par quelque chose de positif, veulent accepter comme une révolte, qui est en fait une révolte politique. Donc, effectivement, cette tension entre colère qui consume, qui peut rendre violent, même si c'est violent contre soi, sentiment d'échec, etc., et moteur d'action. Et donc là, récemment, même, il y a une militante qui me disait, en fait, j'ai besoin maintenant de passer aux soins. Elle était engagée dans quelque chose de politique et en fait cette colère lui faisait trop négative, trop justement elle voulait plus aller jusqu'au bout de la politisation de sa colère et elle est dans une dynamique davantage de retrait et de repli sur sa communauté en faisant le soin de l'autre et de soi, voilà, pour gérer la charge mentale de la colère justement. Donc merci, oui, c'est tout à fait juste. Ouais. C'est passionnant, super. Aymeric, je te cède la parole. Merci beaucoup. D'abord, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Moi, je trouve, moi qui ne suis plus si jeune, que ça dresse un portrait des mobilisations sociales et de la colère, d'une colère qui est même partagée au-delà de ces générations les plus jeunes. Mais les questions que je me posais portaient sur un peu l'orientation politique de cette colère et l'ennemi commun tel qu'il est désigné dans les entretiens que vous avez faits. Je me demandais comment justement ce système était nommé par les jeunes interrogés. Alors j'ai compris que dans un premier temps il était assez peu nommé, mais peut-être dans les pancartes, j'allais dire. Mais dans les récits de vie, est-ce qu'il était nommé plus précisément système néolibéral, capitaliste, postcolonial? Enfin, on peut imaginer des dénominations particulières. Je me demandais si justement l'usage de cette catégorie système ne témoignait pas d'une espèce de conscience extra-générationnelle. L'un des entretiens auxquels que vous avez cité parlait des petits contre les grands. On n'est pas sur les jeunes contre les vieux, on est sur une autre forme de catégorisation. Et je me demandais justement si ce mot système ne créait pas une certaine forme de convergence entre les générations, dans la mesure où précisément il a défini l'ennemi commun, et peut susciter des projections un peu différentes. L'autre question, je me permets d'en ajouter une seconde. Vous avez dit au bout d'un moment que la colère naît sur le terreau de l'engagement. Et je me disais que je crois que vous parliez à cet endroit-là, pas forcément d'engagement dans un mouvement social, mais d'un engagement plus large dans la société, etc. Et je me demandais justement ce que l'engagement dans un mouvement social faisait à cette colère
et dans quelle mesure elle pouvait ou non justement avoir tendance à la remodaliser, à la reconstruire pour contribuer à définir cet ennemi commun que ces jeunes nomment le système. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, oui, sur le convergence dans le système, effectivement, je crois que c'est l'ennemi possible aujourd'hui, c'est l'ennemi qu'on nous donne aujourd'hui, c'est le système, l'ennemi commun, qui permet de canaliser, de sortir de cette dialectique du jeu, moi avec ma propre frustration, voire ma colère, et de pouvoir exprimer quelque chose. Et donc ça canalise beaucoup d'ailleurs, quand on regarde les discours politiques, c'est presque drôle, parce que tout politique va se dire anti-système, parce qu'il essaie de récupérer cet ennemi commun, justement, qui est l'ennemi d'aujourd'hui, parce qu'on est moins dans des dialectiques classe sociale versus gouvernement, où on est beaucoup plus dans des logiques où on essaie de trouver des nous et des vous, parce que les colères sont forcément individualisées aujourd'hui, très individualisées. Et oui, je suis d'accord sur le système, et la colère générationnelle, effectivement, elle existe au niveau politique, c'est-à-dire qu'elle est exprimée notamment dans le conflit environnemental, très clairement, d'une génération contre l'autre. Mais dans les récits de vie, la colère est peu exprimée en termes d'une génération contre l'autre. C'est plutôt nous les jeunes contre le système. Nous les jeunes, quand il y a une identité générationnelle qui est mobilisée, et c'est quand même assez fréquent, surtout dans les milieux diplômés plutôt aisés, quand il y a une identité générationnelle mobilisée, c'est trop dur pour les jeunes aujourd'hui, etc. C'est nous, la scission, elle est nous, la société et le système, les pouvoirs publics. Ça ne va pas être que le gouvernement, parce que le gouvernement est vu en partie impuissant. Comme justement, c'est pour ça qu'il fait système avec d'autres forces, forces médiatiques, forces capitalistes, financières, et que ce serait presque justement une marionnette, j'entends souvent marionnette, d'autres forces. Donc il y a cette idée justement du système. Et oui, je crois que, mais on est tous le système de l'autre. C'est que quand on regarde vraiment et qu'on creuse le mot système, en fait, ils répondent aussi à la vision des inégalités et des injustices. Et donc, par exemple, quand on entend système pour des personnes qui se vivent comme discriminées, elles attaquent, là celui qu'on avait entendu, par exemple, lui, il attaque les grands, le petit versus grand, mais on a aussi centre versus immigrants, on a ça aussi, centre qui se sent en péril versus immigrants, on a vieux monde versus nouveau monde, c'est une forme anti-système. Il y a vraiment beaucoup de dialectiques, et finalement, c'est presque un puzzle qui va prendre des formes différentes selon la conception des inégalités. On appelle système, en fait, finalement, le pouvoir dont on subit. Donc oui, c'est un ennemi commun, mais il n'a pas la même forme ni la même définition selon qui le prononce, qui le situe. Et c'est ça qui fait la complexité des discours anti-système, selon moi. Et d'ailleurs, j'en ai vu qui revenaient de ça, finalement, qui ont adhéré à des forces anti-système, avec des nouveaux très cristallisés en deux groupes. Donc si c'est plus à gauche, c'est assez facile, en fait. Les ennemis désignés ne sont pas les mêmes, plus à gauche, plus à droite. Mais il y a un renoncement aussi. Et dans les mouvements sociaux, même anti-système, beaucoup n'y croient pas. Ça, j'ai été très étonnée au début de mes enquêtes chez les militants ou ceux qui vont. Il y a l'idée que c'est bien de partager et d'exprimer sa colère, mais beaucoup se font très peu d'illusions. Il y a même de l'amertume après coup. Se font très peu d'illusions sur cette mobilisation et ses résultats. Et que le sens qu'on donne à sa lutte, c'est de l'exprimer. Et est-ce que ça va changer les choses? Beaucoup disent non. Non, c'est en plus. Et puis, on exprime sa colère individuelle, on la canalise dans un discours collectif, mais les individus sont très différents, sont très conscients de la différence entre ce qu'ils vivent et le nouveau qui est formulé dans la protestation ou qui est formulé dans le discours anti-système. Il y a l'idée que ça ne va pas répondre à l'ensemble du problème. Donc la dialectique jeu contre un système qui fait mal, elle reste très présente, même chez les individus très politisés qui vont se canaliser sur des nouveaux. Je ne sais pas si je suis claire, mais effectivement, le système, c'est un mot écran, c'est l'ennemi d'aujourd'hui, l'ennemi contemporain, mais qui en fait parle des rapports de pouvoir multiples dans lesquels on est inséré et qu'on essaie de nommer, et que comme on ne peut pas les nommer, on nomme un système. Bon, aussi que ces forces peuvent faire complice. Effectivement, on peut agir ensemble, mais c'est une façon de nommer justement ce qu'on vit en monde où l'ennemi est moins désigné, moins facile. Merci. Vous avez peut-être vu que notre système, le système Teams,
Vous avez peut-être dit sur votre écran qu'il y a 2 minutes, il restait 5 minutes de réunion prévue. Je vais juste céder la parole à Eva pour une dernière question, alors du coup. Vous me voyez? Super. Oui. Voilà, déjà un tout grand merci pour cette intervention qui était super passionnante et qui moi personnellement en tout cas me fait bouillonner le cerveau. Je suis désolée si à un moment vous êtes voilà, si ça se passe, mais elle a pas de notion du bon timing. Donc voilà, je voulais juste poser une question. En fait, j'ai vraiment beaucoup apprécié le surlignage sur l'adaptation en fait que doivent faire les jeunes de leur identité et de leurs attentes par rapport au marché de l'emploi. Mais je me demande en fait, la question que je me pose, c'est à partir du moment où ils ont adapté du coup leurs attentes et voilà, ils se retrouvent dans cette trajectoire un peu qu'ils n'envisageaient pas à la base, qui n'était pas dans leur parcours de base, mais dans lequel ils se retrouvent. Quand ils disent que oui, mais c'est pas moi et je fais ça temporairement, mais qu'en fait la situation se prolonge et qu'ils arrivent en fait à avoir ce job pendant 5, 6, 7 ans, est-ce qu'il y a des mécanismes, est-ce que vous avez en tout cas observé des mécanismes où ils adaptent en fait et ça devient leur nouvelle identité pour ne pas être en conflit avec en fait le fait qu'ils ne sont toujours pas après 5, 6, 7 ans la personne qu'ils voudraient être? Voilà, je me demande un peu quels sont les mécanismes d'adaptation, s'il y en a, ou alors s'il n'y en a pas, et qu'en fait, on a juste des adultes de la trentaine qui sont frustrés et amers et tristes. Ma question. Merci beaucoup pour le commentaire et la super question. Donc, oui, c'est vrai que c'est très géré par le transitoire, par l'idée que c'est transitoire et qu'on reporte. Mais au bout d'un moment, effectivement, il y a des phénomènes, bien sûr, d'adaptation et de rationalisation. Donc, c'est plus de la rationalisation, mais après, c'est des contextes d'entretien. Et donc, dans l'entretien, la frustration ressort. Donc, et donc la question du sens, surtout que c'est des récits de vie. Donc, en fait, ça invite, et c'est vrai qu'il y a une narration dans le récit de vie, ça invite les individus à reconstituer leur trajectoire. Et donc, il est possible que la situation d'entretien fasse exprimer davantage les frustrations qu'elles ressortent, même si elles ont été bien vécues, intégrées dans le parcours de vie. Alors, il y a quand même des crises de sens. C'est que les premières années sur le marché du travail, quand il y a ces conflits intérieurs qui sont quand même assez présents, il y a cette gestion par le transitoire. Donc on retrouve en disant, bon, de toute façon je fais ça, c'est un investissement pour après, ça me permet de payer la dette, ou ça me permet de me placer, puis après je vais pouvoir faire mon rêve. Donc on reporte les rêves, mais quand ce report devient inenvisageable, il y a quand même des crises de sens, il y a des bifurcations majeures, ou des phénomènes d'arrêt, et il y a quand même des phénomènes de rationalisation, oui, qui se disent, finalement, je m'y suis fait. Il y a des bulles, vraiment les bulles de résistance, elles sont parfois quotidiennes. Par exemple, dans les phénomènes de dissociation qu'on trouve beaucoup, notamment au pays libéral, avoir un travail qui paye bien pour pouvoir rembourser sa dette, même si on ne l'aime pas du tout. Il y a une mise à distance du travail. Il y a un rapport qui est peut-être moins affectif au travail en général, et il y a des logiques tout à fait de rationalisation. Et le soi, on le met dans l'hors travail, le hors du travail, c'est-à-dire des gestions justement par le quotidien. Et puis, il est tout à fait probable que la situation d'entretien, je crois que ça joue, réveille les frustrations évoquées, donc elles sont d'autant plus fortes qu'on est en situation de récit de vie, et donc la trajectoire, justement, le sens de la trajectoire réapparaît, et donc parfois les problèmes de sens sont d'autant plus exprimés, alors qu'au quotidien, il y a des phénomènes, bien sûr, d'adaptation qui ne se gèrent pas uniquement par l'après, qui se gèrent par la gestion du temps. La gestion du temps. Donc investir, et puis j'aurai 2 mois d'été. Investir donc, par des gestions où en fait on se rattrape par le temps externe au travail. Merci beaucoup. Super, merci. Voilà, on est arrivé au bout du temps qui nous était imparti. Merci encore infiniment à Cécile pour cette communication hyper intéressante et aussi pour votre générosité dans les échanges. Tout ça est vraiment extrêmement précieux. Merci à toutes et tous d'avoir assisté à ce séminaire.